tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce MangaCast numéro 59. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler d'Animeland, le magazine historique du manga et de l'animation en France. On va parler surtout du renouveau, l'équipe qui est arrivée depuis maintenant une année. Et donc pour parler de tout ça, j'ai autour de la table les chroniqueurs, on a Marcy. Bonjour. Tu vas bien, Marcy ? Bah écoute, on a un petit comité, donc ça fait un peu bizarre. On a un petit comité. Oui, c'est vrai que ça change. Il n'y a pas Echo, il n'y a pas personne, c'est bien. Et on a un revenant. Je suis très content de le revoir. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour les Kaikoten. C'est Blackjack. Salut à tous. Ouais, je sais, avec mes horaires, c'est pas toujours évident, donc voilà. Et alors, attends, je sais que Marcy, elle lit pas trop Animeland en ce moment. Je balance tout de suite. Est-ce que toi, tu les lis encore ? Oula, c'est vrai que ça fait un moment que... Très bien, il n'y a que moi qui les lis, donc tant mieux. C'est bien, c'est ce que je voulais savoir. C'est vrai, mais c'est pas que Animeland. Hein. J'ai pas lu non plus Atome, alors que j'aimerais bien, le format me semble pas mal, mais c'est vrai que j'aimerais bien le relire là. Historiquement, je suis pas très animation, je suis plus manga, et c'est vrai qu'Animeland, autant il parlait un peu de manga avant, et puis là, quasiment plus du tout, c'est plutôt que animation. Voilà, comme d'habitude, vous voyez, mes chers auditeurs, qu'on a pris les meilleurs pour le meilleur des sujets. Voilà, exactement. Ça n'empêche pas de parler. Et autour de la table en formica beige, nous avons deux invités de marque pour parler donc du magazine. Nous avons Bruno de la Cruz. Salut. Ça va, Bruno ? Fort bien. Voilà. Peux-tu te présenter, qui es-tu au sein d'Animeland ? Bruno de la Cruz, jeune pigiste. Non, oui, un rédacteur de l'équipe depuis 2015 maintenant. Fin 2015. Oui. Et on a surtout Steve Nauman, le nouveau directeur éditorial d'Animeland depuis maintenant 1 an. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça va, Steve ? Oui, je suis ravi d'être ici. On est très content de vous avoir. Donc, on va revenir avec vous sur tout ce qui a trait au magazine depuis maintenant un peu plus d'une année et peut-être même un peu plus avant. Je vais juste... tu veux dire quelque chose, Marcy ? Oui, je me disais, tiens, c'est marrant parce que d'habitude, c'est vous qui posez les questions, un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est vous qui creusez les choses. Et là, pour une fois, c'est vous qui allez répondre. Donc c'est bien, ça change un peu les rôles. Mais ils sont tous sages là pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'on n'ose pas. Vous aurez peur. Vous inquiétez pas, avec les Très questions, bien. ça va aller. Ça va bien se passer. Je vois pas du tout Bruno, donc je ne vois pas la tête qu'il fait, mais si, ça va, il a l'air bien. Il a toujours une bonne tête. Je vais revenir très très vite pour ceux qui ne connaîtraient pas Animeland ou très peu, ou qui connaîtraient le magazine mais qui ne connaissent pas ses origines. Animeland, c'est originellement un fanzine qui a été fondé par Yvan West-Laurence, Olivier Fallet, Cédric Littardi, Pascal Lafine et Vincent Osévu. En avril 91, donc c'était au début un fanzine, donc c'était vendu en convention. C'est ça. Même en noir et blanc, je crois, le premier numéro de le premier. Le premier, c'était en noir et blanc. Ouais. Il va devenir un magazine officiellement en 96. On est d'accord là ? Vous confrontez ? Non, on est tout d'accord là. Pionnier et référence pendant près de 20 années, le magazine va connaître plusieurs périodes de crise qui vont ébranler ce dernier, mais c'est des périodes de crise qui sont aussi liées à la presse, en fait, à la crise de la presse en général. La presse, l'Internet qui arrive, parce qu'en 96, il n'y avait pas. Internet, non, c'était une idée. Hein. C'est ça. Ça existait, mais pas pour nous. Ouais, voilà, c'était pas grand public. C'était pas grand public, non. Voilà. Après des années de lutte pour garder le cap, le magazine va rencontrer des difficultés économiques et en 2014, il va finalement être repris par Anime News Network et son directeur général Christopher McDonald. En décembre 2017, donc, Steve Nauman, qui est devant nous, devient le nouveau directeur éditorial et entreprend une refonte du magazine pour assurer son avenir. Le tien ou celui du magazine, on y répondra lors. Oui, exactement. Et on est là 1 an plus tard. Voilà. À peu près. Très bien. Il faut savoir que ça fait maintenant 6 mois moi, que je voulais la faire, l'émission. C'est moi qui ai proposé. Oui, c'est vrai. Donc je suis très content qu'un des projets que j'ai demandé arrive. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite. C'est juste, si Olivier était là, il dirait non, je n'étais pas là au tout début. Voilà, et puis bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'une reprise d'Anime News Network. Et enfin voilà, donc c'est pas. Justement, on est là pour détailler. J'ai essayé de faire bref, mais après on peut revenir dessus et détailler. De toute façon, on va revenir dans les questions un petit sur peu tout ça pour justement détailler et que les gens comprennent un petit peu mieux comment ça s'est fait et qu'est-ce qui s'est passé. Alors déjà, on va commencer par le plus simple parce qu'on connaît beaucoup maintenant, surtout ceux qui écoutent souvent MangaCast, Yvan West-Laurence, Olivier Fallet, c'est quand même un peu des briscards qui sont déjà venus 2-3 fois. Yvan, il me semble, une fois. En tout cas, pour les Kaikoten, il est venu maintenant. Yvan, pour les Kaikoten, il était venu une fois pour un hors-série. Mais Olivier, il est venu plusieurs fois, mais jamais pour parler d'Animeland. Et donc, on vous a jamais reçu. Donc, déjà, quel a été votre parcours avant d'arriver à Animeland ? Pour toi, Steve, je voulais savoir aussi comment tu es devenu le nouveau directeur éditorial du magazine. Et est-ce que ton ancienneté a été un atout pour ce choix, en fait ? Alors, reprenons dès le début. Voilà. Je suis pas très jeune. Et non, mais c'est vrai. Et il se trouve que moi, j'ai commencé à la radio.
voilà, curieusement. Alors c'était une radio, mais c'était en 1995, si je dis pas de bêtises. Voilà, et c'était une émission de radio où on parlait de choses geeks, alors que ça n'existait pas encore. Et je m'occupais de tout ce qui était animation. Et puis finalement... ça a duré 5 ans, et puis moi j'ai fait mes études, je suis parti au Japon, et c'est à ce moment-là en fait où Animeland m'a demandé d'écrire quelques articles. Là on est déjà en 2005, 2005, et puis j'ai accepté, et puis quand je suis revenu en France, finalement je suis devenu une des personnes importantes de la rédaction. Enfin, importante, en vrai, non. En fait, je faisais le ménage, quoi. Je faisais tout et rien. T'étais plus simple pigiste, quoi. J'étais salarié, mais ça voulait dire, en fait, que je faisais tout ce qu'on me demandait. Voilà. Que ce soit sur Animeland, sur Animeland Extra, puis on va parler d'Animeland Extra, et aussi du site internet. Voilà, et je l'ai été pendant un peu moins de 10 ans, et je suis parti faire d'autres choses. Et à ce moment-là, on m'a demandé de créer un autre magazine. En fait, dans une édition différente. Alors, c'est un magazine qui existe encore aujourd'hui, donc c'est Japan Live. Voilà, j'ai créé ce magazine, et il se trouve que ça a marché. Pendant ce temps, Animeland a connu en fait son rachat, sa refonte, et m'a demandé à un moment donné de venir pour prendre les rênes en fait du magazine. Voilà, je crois que j'ai résumé. Oui. Ouais. Et moi, juste la question, donc on parlait c'était un peu induit dedans, mais c'est le choix s'est porté sur toi au vu de ton ancienneté dans le magazine. Peut-être de Japan Live. Ouais. Ça, faut demander peut-être aux personnes. Non, mais à vrai dire, oui, c'est vrai que les personnes en fait qui étaient en place à ce moment-là ont eu beaucoup plus de travail en fait au niveau de l'édition, puisqu'il se trouve que ces personnes ont travaillé pour une boîte d'édition qui s'appelle Inis, qui est le cousin en fait d'Animeland, mais au niveau des bouquins. Et donc, elle n'avait plus vraiment le temps de travailler bien sur un Animeland, surtout qu'il fallait véritablement refaire une nouvelle formule, en fait. Et donc, oui, elles sont venues me demander, et puis j'ai un peu réfléchi, et puis ça me faisait plaisir de retrouver Bruno, donc voilà, je suis venu. Et toi, Bruno? Ça a commencé en 2012. J'ai eu ma première pige, donc grâce à Monsieur Penedo, grâce à Steve déjà, qui m'avait... De toute façon, c'est simple, hein. Moi j'habitais en Corse, je voulais travailler soit pour l'équipe, soit pour Animeland. Donc je suis allé taper aux portes des deux, et donc voilà, à force d'insister, j'ai pu tremper les pieds grâce à l'ancienne équipe en fait. Mon premier jour de stage a été le dernier jour de Olivier Falex, en rédaction par exemple. Donc quand je lui serre la main, je lui dis bonjour, et il te dit au revoir. Il me dit au revoir. C'est une image, j'en parle souvent, voilà, c'est une image qui me reste. Et puis donc un stage. Ensuite le magazine a donc connu ces difficultés-là, et lorsque la nouvelle équipe a été réunie, d'ailleurs j'en profite pour parler de Marion Cochet-Grasset, de Marish Cabès, de Mélanie Ramé. J'oublie pas Vanessa aussi, il y a aussi Will, le maquettiste. En fait, toute cette équipe-là a donc repris le magazine, et je me suis présenté, et depuis la première collaboration, j'ai réussi à participer à tous les numéros. Donc voilà, rédacteur d'Animeland depuis, et très content. D'accord, donc c'est pas du tout Steve qui t'a proposé de revenir au sein du magazine pour une nouvelle équipe. Tu continuais quand même à faire. Oui, dès que j'ai su qu'il y avait cette nouvelle équipe d'Animeland, tout de suite, moi, je me suis présenté, j'ai insisté, j'ai fait un papier, puis 2, puis 3. J'avais travaillé avec Steve aussi sur le fameux Japan Live, parce que moi je reste pigiste, et c'était surtout parce que c'était Steve.
C'est trop gentil. Non, mais c'est un milieu, il faut quand même... Et c'est quand même un petit peu l'esprit d'Animeland, que ce soit Olivier ou que ce soit les autres, toujours d'essayer de partager des expériences. Le circuit du pigiste, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut toujours essayer d'élargir la famille d'Animeland, d'élargir la famille des pigistes, d'élargir la famille de ceux qui aiment le manga et l'animation. Et ça, ce sont des messages qui sont transmis comme ça, et franchement, j'y tiens beaucoup. Enfin, ça a l'air un peu niais, un peu... Non, moi perso, je comprends, étant intermittent du spectacle, que j'ai un peu le même concept, c'est-à-dire qu'il faut des fois savoir partager des piges. Moi, j'ai pas fait former, mais j'ai amené quelqu'un qui n'est pas du tout intermittent dans une boîte où justement il y avait une facilité d'apprentissage, sans que ça soit trop coup de poing dans la tronche au niveau technique. Et la personne s'en sort pour l'instant très très bien. Et moi, je suis assez d'accord, parce que faut toujours tendre la main pour voir, ça peut être que bénéfique pour le futur, quoi. J'ai eu que des retours positifs comme ça jusqu'à présent, donc moi je comprends perso. Il faut comprendre, si par exemple à cette époque-là, Steve ou Monsieur Penedo n'avaient ne serait-ce que zappé mon mail, par exemple, je serais peut-être pas là en train de représenter à mon niveau Animeland. Donc ce sont tous ces détails-là. Et si le magazine, je me souviens très bien quand je suis parti en stage là-bas, à mon école de journalisme, oui, mais stage non payé, moi je vais chez M6, j'ai dit, mais allez-y les gars, faites vos stages chez Canal, chez M6, c'est très très bien. Mais je sais que si on montre du courage dans ces moments difficiles, quand on veut rejoindre une rédaction, même si elle est un petit peu en difficulté, peut-être que les gens ne nous oublieront pas. On m'a pas oublié. Donc j'en suis content. C'est très vrai. Et bon... Voilà, c'est sûr que Bruno a toujours été très volontaire dans tout ce qu'il fait, donc c'est sûr qu'on l'oublie pas en fait du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci. Et puis en plus, le travail est là à l'arrivée, il est de qualité. Donc, mais je pense véritablement que dans ce travail et en fait dans la majorité de tous les autres, c'est le réseau est très important. Et ici, oui, en fait, finalement, on se croise tellement de fois tout au long de l'année, que ce soit dans les conventions ou justement là, dans des émissions. Oui, c'est comme ça finalement qu'on arrive à travailler tous ensemble sur plusieurs médias. Et voilà, je pense que... Ça, je suis en train de me dire que c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui... Moi, ça remonte à quelques années, quand même, le côté pigiste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours existé, qu'entre pigistes, je me rappelle que oui, pareil, on écrivait pour plusieurs médias, et c'était vraiment quelque chose d'habituel d'aller appeler en disant « Ah bah là, j'aurais besoin d'un coup de main » ou ici. Et finalement, il n'y avait pas de côté compétition ou quoi que ce soit, c'était vraiment plutôt... c'est les patrons qui sont en compétition. Oui, c'est ça. Mais pigiste, c'est plutôt copain de la galère. Je suis d'accord, c'est peut-être un peu ça. Du coup, dans ce cadre-là, arrive une nouvelle personne. Il s'agit donc de votre nouveau directeur général, Christopher McDonald. Et du coup, qu'est-ce qu'a apporté son implication, en fait, concrètement ? Alors, moi, je rappelle juste, Christopher McDonald, c'est le DG, c'est le directeur général d'Anime News Network, donc le plus gros site web sur l'animation aux States, quoi, en tout cas. Mais je ne suis pas dans le monde, je n'ai pas checké, mais il fait partie des 3 plus gros faciles, quoi. Oui, je pense véritablement que... Si on cherche quelque chose dans l'animation, on va sur Animation. Oui, ça c'est clair. Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai déjà des gens qui, quand on a fait les Kaikoten, quand j'avais fait du check fact, ils m'ont dit « Ouais, faut pas aller là-dessus, il y a plein de conneries, donc... » C'est plus gros. Après, il y a des bêtises aussi sur Wikipédia. Cette fois-ci, je mets une précaution. Ça n'engage que Steve. Ça n'engage pas Mangaka cette fois-ci. Parce que j'ai pas envie qu'on se prenne un retour de flamme encore. Parce qu'ils disent ouais, Mangaka, ils disent Anime Network, c'est la référence. Mais je dirais même la même chose. Puisque quand on est. Enfin, à Animeland, en fait, on avait. Alors là, je parle d'il y a quelques années. On avait monté une base de données sur Internet, en fait, aussi sur l'animation et le manga sur animeland.com. Et en fait, on passait notre temps à corriger les erreurs d'Anime News Network. Donc oui, effectivement, ça, je suis assez d'accord là-dessus.
Et donc oui, la question que disait Marcy. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a changé pour Animeland en fait, son arrivée, il n'est pas vraiment arrivé, mais au niveau en tout cas, changement, il se trouve que moi je suis parti avant qu'il arrive, et je suis arrivé après. Donc finalement, j'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus, dans le sens où lui, il n'est jamais là, puisqu'il n'est pas en France. Donc, tout à fait, oui, il est américain. Il est canadien. Je crois que c'est un canadien. Il est américain en même temps, ça marche. Donc voilà, très bien. Voilà, et il n'a pas d'incidence en fait sur l'éditorial. Donc, c'est-à-dire qu'on est libre de mettre ce qu'on veut dans Animeland. Il n'est pas là pour nous dire, non, il faut ça ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est là pour les chiffres éventuellement, pour dire, j'ai racheté une société, il faut qu'elle soit lucrative, et donc du coup, faites des choix qui, en tout cas, d'un point de vue marketing, fonctionnent. Il a des attentes de ce type-là ? En tout cas, il ne me les a pas données. D'accord. Il est plutôt sympa comme patron, alors ça va. Ce qui est bien. Non, mais après, bien sûr, il faut des chiffres. Hein. C'est ça. Mais il n'est pas... C'était des objectifs chiffrés, vraiment. C'était ça, en fait. Par exemple, tant de pourcentage de vente ou quelque chose. Alors, on les a aujourd'hui, puisque, en fait, c'est pas une question de pourcentage, c'est une question de si on n'atteint pas un certain nombre de ventes, tout simplement. Le magazine ne peut plus exister. Oui. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Mais non, il n'y a pas véritablement un objectif chiffré de base. Ouais. Du coup, est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle il a racheté Animeland, finalement un magazine français? Bien sûr, mais ça, il l'avait dit ça déjà. Oui, bien sûr. Et en principe, on le verra assez rapidement, puisque... Enfin, assez rapidement, ça fait un petit moment maintenant. Mais en tout cas, l'objectif premier, c'est d'avoir un animenewsnetwork.fr. Voilà. Et donc, comme Animeland, justement, on avait bien travaillé le site animeland.com pour qu'il existe, en fait, sur le devant de la scène Internet. Et il se trouve que c'est ça en fait qui l'intéressait le plus. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui le site internet d'Animeland va peu à peu devenir animenewsnetwork.fr. C'était une de nos questions après, justement, sur ce qui devenait du site, parce que beaucoup de gens se demandaient parce que le site est un peu à l'abandon. Alors c'est horrible de dire ça pour Bruno quand même. C'est le forum surtout. C'est le forum. Le forum est moins fréquenté qu'auparavant. Mais après, c'est clair et net. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de personnes qui restent sur le site. Je parle de temps en temps avec. Ce sont des anciens, ce sont des gens qui étaient là avant. Du public, enfin, côté pro. Des auditeurs, des lecteurs. Oui. Ce sont vraiment des dinosaures du forum qui sont toujours là, qui partagent toujours leur passion et tout. Donc c'est vrai que nous, en parallèle, et pour le coup, c'est moi qui m'en occupe avec Mélanie Ramé, on travaille sur ann.fr. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant plusieurs semaines. Et puis Animeland, le site d'Animeland existe toujours, mais c'est vrai que même depuis plusieurs années maintenant, le forum reste la cour de récréation de ses anciens membres. Moi, j'y vais quotidiennement, toujours voir ce qui se passe. Il y a toujours des anecdotes, des histoires super intéressantes. Donc, ça fait partie quand même de l'histoire d'Animeland. Oui. Mais c'est vrai que le format forum aujourd'hui fonctionne moins, de façon générale, c'est pas juste vous. Oui, finalement, de base, les forums aujourd'hui. Oui. Des problèmes techniques, donc je peux comprendre ce sentiment d'abandon, je peux le comprendre. Faites comme nous, ouvrez un Discord. Toujours des débats sur Évangélion. C'est sans fin, ça. Mais non, il est vrai que en fait, moi j'ai juste un regret, c'est que on avait justement fait cette base de données, et cette base de données, elle existe toujours, mais il faut et là, alors ça demande des compétences techniques. Mais elle a 2 ou 3 ans de retard surtout. Donc il faudrait tout reprendre. Oui, mais à la limite, c'est surtout, elle a quand même des infos en or sur des tu vois, il y a des histoires qui est venu secrètement à Angoulême, tel auteur qui était... Enfin, tu vois, il y a des petites histoires comme ça de la base de données, c'est là où elle est intéressante. Mais je sais qu'avec Mélanie, il y a peut-être l'idée de
l'intégrer à NN.fr, mais je peux pas m'engager. Pour Angoulême, si c'est Tezuka, on en avait parlé lors de notre émission sur Angoulême en février dernier. On a beaucoup parlé d'Angoulême à une certaine émission. On a eu beaucoup d'anecdotes, nous aussi. Ouais, mais elle est connue celle-là parce que Tezuka il avait fait un petit manga dessus sur sa venue en incognito. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que finalement c'est une bonne chose parce que c'est la reconnaissance de votre travail justement sur cette base de données qui a fait qu'on a un investisseur qui a pu permettre à reprendre Animeland. C'est une petite fierté, faut quand même. Ce n'est pas la mienne en tout cas. C'est surtout Olivier, Olivier Fallet qui a beaucoup travaillé dessus. Oui. Yes. Et sinon, concernant le magazine, quels sont vos objectifs en fait Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre en fait à travers le magazine sur cette nouvelle mouture. Ouais. Alors déjà, je parle, excuse-moi, de cette nouvelle mouture. En fait, alors moi, je suis arrivé en décembre dernier, mais ça m'a pris quand même quelques numéros pour installer ce que je souhaitais. Et il se trouve que déjà, je souhaitais changer de format. Alors sans affoler les collectionneurs quand même, mais je voulais quand même que ça ressemble plus à une revue en fait, à une revue de librairie. Alors déjà, première chose, ce qu'il fallait faire, c'était réfléchir à la distribution, c'est-à-dire que pour que ça soit une revue de librairie, il faut quand même que ça soit distribué aussi en librairie. Et c'est mieux. Voilà. Et il se trouve qu'Animeland, jusqu'au début de l'année 2018, était distribué surtout dans les kiosques. Voilà. Alors c'est encore le cas aujourd'hui, mais on aimerait véritablement être beaucoup plus présent dans toutes les librairies. Je me rends compte en allant justement dans beaucoup de librairies que c'est idiot parce que il irait très bien à côté de d'éléphants, vraiment ce qu'on appelle des MOOC aujourd'hui, puis voilà, ce sont des magazines. Alors moi, je vous vois souvent à la Fnac, mais ils vous mettent pas au rayon magazine MOOC, ils vous mettent plutôt au rayon manga. Oui, ce qui à la limite est logique pour la Fnac. Mais les éditions Inis, en revanche, souvent il y a des livres de Inis qui se retrouvent dans la section toujours cinéma et tout ça, donc c'est très. Mais par exemple, j'ai été dans un canal BD il n'y a pas longtemps et je trouvais dommage en fait qu'il n'y soit pas parce que canal BD en fait c'est facile de se procurer Animeland sur leur site, sur le site de Canal BD. Mais pour eux, c'est un magazine, donc voilà pourquoi on le mettrait dans une librairie. Donc voilà, on travaille là-dessus. Mais le travail le plus important, je pense, c'était quand même déjà de changer le fond, c'est-à-dire insister sur tout ce qui est dossier, gros dossier, d'analyse, interview, en fait, tout ce qui faisait, je pense, un peu plaisir quand on achetait Animeland quand on était beaucoup plus jeune. Essayer de retrouver ça. Alors là, ce qu'on a on voit pas donc, mais ce qu'on a sous les yeux. On a des Animeland sur la table. C'est un hors-série, donc c'est un hors-série qui est uniquement manga. N'est-ce pas? C'est pour moi, merci. Oui, exactement. Je ne savais pas que vous en aviez oui. Mais voilà, on en parlera après. Mais on essaie en fait de se dire un dossier ça fait pas 4 pages en vrai. Un vrai dossier ça fait au moins 10 pages. On essaie de traiter plusieurs sujets, d'avoir justement plusieurs rédacteurs dessus. Des fois, on a des interviews, on a la chance d'interviewer des auteurs pendant une demi-heure, voire 1 heure. Et il se trouve que le format magazine fait qu'on doit tout couper pour que ça rentre dans 2 pages. Non, moi j'ai envie qu'on puisse mettre tout ce qui est intéressant sur 8 pages. Quoi. Mais même pas que dans votre hors-série, parce que dans votre dernier numéro, il y a un gros dossier sur Monogatari que Bruno a écrit quasiment tout seul, j'avais vu. J'étais très impressionné. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient râlé sur tes sous-titres, n'importe quoi Gatari et tout ça. Moi j'ai trouvé que c'était très drôle. Voilà. Ouais, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que pour continuer par rapport à la question et sur ce que disait Steve, il y a quand même, alors au-delà du bel objet et du fond, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on n'a plus besoin, le magazine Animeland ne va plus être là pour apporter l'actu fraîche. Il faut faire du tiède et si possible, essayer d'exploiter au mieux les animes, les mangas qu'on a sous les yeux pour proposer des lectures plus approfondies. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire qui est Otomo, on n'a plus besoin de dire qui est Sadamoto, etc. Il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Et avec humilité, je crois que l'équipe rédactionnelle partage à la fois des convictions en tant que journaliste. On essaye de voir le message politique, on essaye de voir l'identité artistique, on essaye de mettre des noms sur ce qu'on voit, sur ce que l'on lit, en essayant d'aller le plus loin possible. Et je suis toujours étonné, par exemple, sur Twitter, quand on sort des MOOC ou quand on sort des numéros, qu'on fait des annonces. Il faut quand même comprendre que la nouvelle génération, forcément, ne connaît pas Animeland. Et si à notre niveau, on peut essayer de façonner un regard sur l'animation et le manga, en essayant de les intéresser à ce qu'il y a de plus profond dans les œuvres, là, on aura gagné. Voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, mais... C'est humilité, mais ça me semble être le fond d'un magazine. C'est-à-dire qu'un magazine qui reste sur ses acquis et sur son succès d'estime, à un moment, il peut que mourir. C'est comme n'importe quel métier qui a besoin de l'actualité pour vivre. Tu peux pas être médecin sans faire des colloques pour te renseigner tous les 6 mois sur les nouvelles techniques. Si tu restes bloqué sur la médecine d'il y a 60 ans, t'es dépassé. T'as peut-être des très bonnes techniques médicales et des très bonnes connaissances anatomiques, mais tu pourras plus opérer quelqu'un. Donc je pense que ça pareil dans le cas du journalisme. On se jetait sur en tout cas, je me jetais sur l'Animeland pour savoir quand est-ce qu'allait sortir le prochain tome, quand est-ce que tu... Mais moi aussi, mais il me semble qu'on a le même âge, on avait discuté. J'ai 18 ans, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi. Donc évidemment que tout ça, c'est terminé. C'est notre époque, c'était ça, quand tu étais encore en 56K. Et en plus, surtout, à l'époque, tu n'avais pas autant de sites de référence et de news aussi directs. Oui, des fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait les fake news, il y avait les réseaux sociaux qui les donnaient pas. Même les illustrations, tout, on était en charge de tout. Enfin, c'était, et puis même, les lecteurs, maintenant, tout le monde écrit. Tout le monde a son petit blog, tout le monde a son petit regard, tout le monde nous, l'idée, ce n'est pas de nous confronter à ça, pas du tout, parce qu'on est tous passés par nos propres petites écritures avant de faire des articles, mais c'est d'essayer de discuter ensemble, essayer de discuter ensemble sans hiérarchiser, sans être forcément très manichéen, sans dire ce qui est mieux, juste en essayant de jauger le travail, la quantité de travail qu'il y a derrière chaque heure. Et vous avez d'ailleurs amené un truc que je me rappelle pas avoir vu dans Animeland, alors ça faisait très longtemps, c'est des espèces d'analyses de séquences. Ah, ça a été un vœu de Steve, par exemple. Et voilà, ça c'est une très bonne idée, parce qu'on le fait dans le cas du cinéma. Il y a des tonnes de revues de cinéma qui font des petites analyses d'une scène ou d'un film, en essayant que celui qui écrit l'article, c'est d'interpréter l'œuvre. Et c'est vrai que dans le cas de la BD, on le voit très peu. En tout cas, du manga, moi je le vois quasiment jamais. Je vois plus une analyse très basique d'une œuvre. Je vois pas une analyse des planches, des cases, de la mise en page. Virus Manga l'avait fait. Virus Manga, c'était génial et ça n'a pas marché. Donc, bon. Non mais alors, effectivement, cette idée est venue tout bêtement, c'est en discutant avec les rédacteurs. En fait, c'est que quand on se voit en dehors, y a quelqu'un qui dit en fait j'adore cette série, mais surtout cette scène, et voilà pourquoi. Et donc oui, mais carrément, faut aussi faire partager. Non mais j'ai raison, moi c'est pendant des années je me suis battu pour faire comprendre que dans Naruto il y avait des plans que j'avais jamais vus ailleurs, dont surtout il arrivait à faire du fisheye en dessin et j'avais jamais vu aucun mec faire ça avant. Et quand j'expliquais ça, c'est-à-dire qu'il déformait l'image et il le faisait dans une pertinence de scène en fait, surtout quand, moi j'ai un exemple très précis, quand Sasuke il a une révélation que son frère lui donne, là ça renverse complètement toutes les idées qu'on a depuis le début de la série, et donc t'as un énorme fisheye sur la tête de Sasuke qui se prend le truc dans la gueule. Moi c'était puissant, graphiquement je me rappelle, je devais avoir 17 ans, je me disais, wow, voilà, je voyais ça qu'au cinéma, quoi. Et il l'avait fait graphiquement et tout le monde disait, ouais, Naruto, c'est un truc pour les branlos. Je fais, ouais, t'as raison. fais ça, on en reparle, gars. Et d'ailleurs, Bruno a voulu parler d'une scène, d'une séquence, une séquence de Naruto, de Boruto. Voilà, dans le dernier numéro. Oui. Et finalement, nous, c'est notre façon de parler de Boruto. Au lieu de dire on va faire des fiches personnages, non, je pense que les rédacteurs, les lecteurs, c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Oui, c'est un très bon exemple parce que à travers le prisme de Boruto, on explique comment l'industrie de l'animation, en tout cas on essaye d'expliquer à notre niveau comment est-ce que l'industrie de l'animation et comment celui du freelance fonctionne.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les pigistes avec les contacts. Ouais. Voilà, c'est un animateur chinois, hop, il a connu un tel, il est arrivé chez Pierrot, il a envoyé un message sur Twitter à quelques animateurs américains, ils ont bossé ensemble, ils ne savaient pas parler anglais, c'est pas grave, par le dessin, ça a été un langage commun, hop, ils ont fait telle scène. Il y a des mecs de 16 ans qui ont bossé sur cet épisode, ce sont des génies. Donc voilà, on explique par Boruto comment est-ce que ça fonctionne maintenant. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, donc le magazine prend une tangente MOOC, qui me semble, moi, être une excellente idée. Est-ce que le choix de base, on a commencé à y répondre, mais on va préciser, est-ce que c'est venu quand tu as vu Otomo, Atom arriver sur le marché, qui quand même sont, eux, vraiment des MOOC, qui se destinent comme des MOOC, ou est-ce que c'est une idée qui a pris plus de maturation et qui vient depuis plus longtemps de ta part ? Là, enfin, il faut dire que j'étais un peu le grouillot quand même à l'époque, moi, du magazine, et j'avais pas vraiment le droit de dire ce que je souhaitais du magazine. Et j'avais vraiment cette idée-là de finalement ce que je lisais à côté, les magazines que je lisais ressemblait plus à du MOOC que l'Animeland dans lequel je travaillais. Bah, le seul MOOC qu'Animeland a fait pour moi, c'était vraiment le virus manga. Oui, c'est ce qui s'apparentait le plus à un MOOC. Alors, j'adore bien ça, sûr, je pense que je continue à recevoir des courriers. À quand le retour du virus manga ? Et je pense y avoir répondu avec le hors-série manga. Voilà. Mais je reviens sur la forme MOOC. Non, je pense que c'est une idée que j'avais eue il y a quelques années, et quand j'ai vu apparaître Atom et Otomo. Alors Otomo, c'est autre chose, parce que Otomo, ça fait partie de la même boîte, de notre même boîte. Maintenant, oui. Donc voilà, et ils sont plus sur de l'esthétique. Donc Otomo, je rappelle, c'est le hors-série, c'est un des hors-séries annuels de Rokirama, qui est pour moi un des meilleurs MOOC de cinéma actuellement, et tous les ans ils font au mois de juin de mémoire, ils font un Otomo qui est vachement bien. Et c'est là, par exemple, Marcy, si tu te souviens, quand on a parlé de Your Name au dernier Omaka, je t'ai dit qu'il y avait une très belle analyse de Your Name qui expliquait pourquoi est-ce que intrinsèquement et universellement c'était puissant, et que c'est des taux à tort. Voilà. Comme ça, je l'ai placé. C'est des taux, si tu nous entends. Elle a qu'à revenir dans l'émission, c'est tout, on entend pas en ce moment. Mais moi, j'aimerais bien parler de Your Name à un moment donné, parce que je pense véritablement qu'on peut avoir du mal à comprendre Your Name quand on est français. Je pense aussi. Ah oui, mais je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a certaines références ce qui est tout à fait normal, en fait. Voilà, puisque je pense qu'avant tout, il s'adressait aux Japonais et qui plus est aux Japonais d'après Fukushima. Donc, mais dans le cas de Sedeto, c'est impardonnable, parce qu'elle kiffe Monogatari, elle kiffe Mamoru Pandrino, elle kiffe tous les trucs les plus japonisants possibles, et Your Name a dit que c'est surévalué, surcoté, donc tu as tort, Sedeto. Voilà. Mais on note que un jour peut-être un spécial Your Name, pourquoi pas. Pourquoi il y a tellement à dire sur ce film. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse un débat. Je veux bien venir, il n'y a pas de souci. Par exemple, c'est noté. Bannir l'idée de surcoté ou de sous-coté, pour moi c'est un combat. Parce qu'on fait vivre on fait vivre l'œuvre dans l'œil de quelqu'un d'autre, et ça n'a pas lieu d'être. Je comprends ce que ça veut dire, mais ce serait dire que par rapport à tel succès, on se mettrait à dos une œuvre par rapport à tel succès. C'est vrai qu'on s'écarte un peu de notre discussion de base, mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai que quand tu essayes de faire des comparaisons, moi je vais voir des tonnes de films, et des fois il y a des mecs qui me disent mais ça, je sais pas, les Avengers c'est moins bien que le dernier Gaspard Noé. Je dis mais c'est absolument pas comparable. Non, c'est ça, oui. On peut comparer Avenger 1 et Avenger 2. Oui, voilà. Visuellement, ah oui, ça c'est sûr que c'est facile à comparer. Mais c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là, et même les mangas, des fois les mecs comparent des trucs pas comparables. Mais on a eu une discussion dans la librairie de Kobito sur quelqu'un qui me disait que Kingdom c'était un meilleur manga parce que le papier était plus gros, et donc ça était les plus gros tomes, et donc il préférait acheter un tome où il y avait plus de pages que l'ère des cristaux qui était tout petit, ou Otaku. Il faut absolument qu'ils lisent la vie de Bouddha, la réédition. C'est exactement ça. Voilà, oui. C'est pas le même prix non plus. Et donc pour en revenir au MOOC, Atom, Atom, quand Atom comme le premier numéro d'Atom est sorti, j'ai fait non, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Voilà.
Mais c'est bravo. Et bravo, ouais, pas sûr. Mais après, bon, voilà, en plus, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup et qui l'ont fait. Qui a un petit peu participé à ce numéro hors série. Oui. Marcy, tu ne dis rien. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai fait un regard, je me suis dit, non, je vais rien dire quand même. Non, c'est parce que tu peux plus faire ce truc-là. Et maintenant, ils ont des femmes, enfin, ils ont interviewé des femmes. Oui, ils ont fait un truc sur Rumiko Takahashi. Oui, d'accord. Non, mais alors après, je ne pas trop la variété d'atomes. Non, mais quand on connaît Fausto, on comprend. Voilà, il a ses préférences, mais là, je pense justement. En fait, le risque d'Atom, c'était de s'enfermer dans un style de manga et rester vraiment que sur de l'underground. Voilà. Et je trouve que dans les derniers numéros, justement, il s'ouvre un peu aux autres. Donc, voilà, c'est très bien. Oui, et c'est ce qui fait la différence entre pourquoi j'achèterais Animeland et pas Atom. La diversité est déjà un peu moins prononcée. Pour moi, il n'y a pas de rivalité. Mais par contre, parce qu'ils apportent une complémentarité. En fait, j'ai souhaité faire quand même... Alors déjà... nous, on parle d'animation aussi, la moitié du magazine. Donc, voilà. Et effectivement, Atom reste que sur le manga. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Et en plus, je sais pas. Nous, c'est ce que je ressors d'Atom souvent, c'est le magazine en fait d'un groupe de personnes. Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je ne me sens pas la cible. On est assez variés, donc voilà. Non, je le sens. En tout cas, en tant que lectrice, je le ressens comme ça aussi. C'est sûr que ça fait. Mais il faut le lire absolument. Moi, c'est moins sectaire dans les choix qu'Animeland propose. Il y a quelque chose de plus ouvert, on va dire. On peut pas. Déjà, j'ai pour habitude de dire que je ne consomme pas un média pour être d'accord avec lui. Et même si la ligne édito, je reprends l'exemple de l'équipe, j'avais beau pester contre le 3/4 des articles de l'équipe, j'achetais tous les jours l'équipe parce que j'aime justement me confronter à des choses nouvelles, des paysantes, et me dire, tiens, là c'est peut-être une connerie, peut-être qu'il a raison, bon je vais aller chercher, je vais aller farfouiller. Et tout ça, ça m'amène à réfléchir. Atom, on boxe pas du tout dans la même catégorie. Je suis super content de lire Atom. Franchement, bravo à cette équipe. Je les connais pas du tout, à part quelques mots comme ça sur Twitter. Il y a des articles, j'ai dit non mais ça c'est une connerie. Il y en a d'autres, j'ai dit c'est superbe. Donc voilà, on est très différents. C'est impossible d'être d'accord avec tout. Bon déjà, il y a plein de pigistes dans un seul magazine, donc même si on était d'accord sur que ce soit la ligne édito, que ce soit les analyses, que ce soit... J'ai un souvenir que je lisais pas tout dans Animeland quand je les achetais, parce qu'on a des préférences, c'est normal. Oui, bien sûr, il y en a qui n'achètent Animeland que pour les articles de Bruno. Et il y en a qui achètent les magazines que pour les qualités des photos. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas gentil. Je sens qu'il va y avoir un débat. Il n'y a pas besoin. C'est pas gentil. Donc voilà, après, je pense que... aussi, il y a une chose différente dans Atom, c'est que, en gros, c'est surtout... Enfin, ils basent leur numéro surtout sur des interviews. Parce que, c'est tout bête, voilà, ils partent à 2 ou 3 au Japon, ils rencontrent des mangaka, et puis ils reviennent et ils font un magazine. Voilà. Et c'est très bien, voilà, je rêverais de faire ça. Mais voilà, nous, on reste quand même sur du français, quoi. Enfin, on parle au français, donc on parle aussi de l'actualité. Alors c'est de l'actualité froide, mais l'actualité. Et voilà. Et puis Mais la difficulté, elle est toujours là quand vous êtes un magazine généraliste, en tout cas. Même dans quelque chose de niche comme le manga, il faut être généraliste. C'est-à-dire qu'Atom, ils peuvent se permettre d'être pointilleux ou d'être élitistes dans leur choix, parce qu'il y a un côté vraiment... Alors attention, il y a une différence entre pointilleux et élitiste. Moi, je pense qu'on est assez pointilleux quand même. Non, bien sûr. J'essaie qu'on le soit. Je voulais plus dire ce que vous disiez sur élitiste, le fait que non. Il faut un peu choisir... Disons que, comme on disait Marcy, Atom, ils ont vraiment leur choix, leur cible, alors que vous, il faut parler à tout le monde, essayer de parler à tout le monde avec le même niveau. Mais c'est même pas il faut, c'est qu'on veut en fait le faire. On a des fans de yaoi, des fans de shoujo, des fans de shonen aussi. Enfin, non mais c'est pas ça, c'est qu'on aime aussi vraiment défendre le shonen à la rédaction. Chose qui est sûrement moins évidente en fait dans la rédaction d'Atom. Mais c'est vrai que du coup vous avez une approche qui est plus abordable par un grand public, on va dire. Ça sert à rien de pas être abordable en fait. Surtout ça. Non mais c'est vrai, si on n'arrive pas à être lu, c'est un peu dommage. En fait, je crois que parler
bon, c'est parce que je l'ai lu récemment, mais aborder l'habitant de l'infini ou aborder Naruto, il n'y a pas quelque chose qui est plus élitiste que l'autre. On peut aborder ça reste le même art, on peut l'aborder avec des niveaux de lecture différents, mais je n'ai pas le sentiment. Non, mais c'est ça, c'est le niveau de lecture en fait qui varie. C'est-à-dire qu'effectivement, vous lisez un article d'Animeland, on parle de storyboard, on parle de plan séquence, on parle de cadrage, donc on va dans des choses plutôt fouillées. Et pourtant, le sujet de base, voilà, je reprends, ça peut être Boruto. Donc ce n'est pas vraiment le sujet qui va faire une fois de plus, moi j'en reviens à notre sujet de base, c'est que c'est votre nouvelle formule, parce que moi je lis Animeland depuis 2003, et il y a eu des périodes, ça faisait quelques années que je trouvais que le niveau avait vraiment baissé. Et moi c'est pour ça que je partais plus volontiers vers un Atom ou un Otomo, qui avait des articles qui, moi ayant grandi, mais ayant créé un avis critique, bon ou pas bon, peu importe, mais ayant affiné mon esprit, je pouvais plus rester sur une base. Et je trouve que depuis que vous avez repris un peu la nouvelle formule, on arrive sur quelque chose où ça y est, on a retaillé dans le truc. Quand le magazine est revenu en 2015, donc comme je disais, c'était les 3M, Marion, Mélanie et Marichka. Ce sont des personnes qui aiment les mangas, qui aiment l'animation, mais qui n'ont pas forcément le regard, la connaissance, le bagage technique, la culture de Steve. Donc ce sont des filles, et franchement c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à organiser en plus dans des temps records le magazine. Il faut quand même prendre conscience qu'il a fallu reconstituer une équipe, se farcir des profils de rédacteurs parce qu'on n'est pas tous super cool et tout, donc bravo. Mais c'est vrai que Steve, lui il est capable de te dire attends, qu'est-ce que tu me dis là dans cet article? Non, ça c'est peut-être une connerie. T'es sûr que... Voilà, il va vraiment jauger un petit peu les arguments, discuter avec toi. Donc c'est là où Steve fait un filtrage un petit peu de la qualité, de la réflexion. Pas de la pertinence du propos, mais de la réflexion. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre lectorat habituel avec ce format? Parce qu'il change quand même pas mal. Eh bien, il se trouve que quand je suis arrivé, j'ai proposé justement ce nouveau format. Et on m'a répondu, mais oui, mais en fait, tu sais, Steve, le lectorat moyen, en fait, la moyenne d'âge du lectorat est de 30 ans. Et là, j'avoue que j'ai fait quoi? Donc, en fait, j'aurais pas cru non plus, forcément. Non, mais donc, en fait, enfin voilà, je me suis dit en gros on m'écoutait jamais on m'écoutait jamais à l'époque parce que à l'époque oui le but de, enfin je me souviens là on parle de 2014 2013 2014 on me disait il faut absolument rajeunir le public et ça se voyait je pense que ça se voyait justement comme tu dis, ça se voyait aussi dans la couverture. Voilà, rien qu'aux couvertures, ça se voyait aussi dans le fond. Et puis moi, justement, j'étais salarié, donc ça veut dire qu'on comptait pas mes signes. Et ça m'arrivait aussi d'écrire 5 ou 6 articles par jour, quoi. Donc je crois que j'ai dû écrire pas mal de bêtises à l'époque. Voilà. Mais oui, parce que le but, c'était de faire un peu de l'Internet sur papier. Donc, ça ne servait à rien, quoi. J'ai cru dire... Enfin, j'ai cru entendre de l'Internet sur papier. D'autres magazines qui ont vu le jour, dont on parlait tout à l'heure. Parce que, donc moi, j'étais dans une autre rédaction d'autres magazines d'il y a à peu près 15 ans, à peu près. Donc, toute une pléthore de magazines sur les mangas. Et nous, c'était ça, en fait. C'était l'inverse d'Animeland. C'était de faire de l'Internet sur le papier. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vendait des CD avec les magazines, d'ailleurs, bourrés d'images pour ceux qui n'avaient pas Internet chez eux. Et il y avait... J'en ai plein à la maison. C'était une très grande mode, ça, effectivement. Surtout, ne prenez pas ces CD, je suis dedans. Et donc, on avait... je vais regarder. On avait voilà, quand on devait écrire, alors on en écrivait aussi beaucoup à l'appel par jour, on parlait de niveau de lecture, le niveau de lecture c'était pas le plus faible, mais on ne devait pas rentrer dans les détails, on devait simplement faire une critique très légère de ce qu'on avait vu en 2 pages, donc maximum. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Animeland était... pour moi, avait une image de plus noble, parce que pour vous, il y avait des vraies critiques, il y avait des vraiment quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonnée qu'il y ait ce... Alors nous, par contre, le niveau d'âge, du coup, c'était du 12-16 ans. Oui. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait cette différence-là.
de lectorat et je pense qu'on a grandi avec vous, donc du coup bien sûr. On a des attentes. Et finalement je me dis c'est logique, finalement ceux qui nous lisaient en étant plus jeunes ont continué à nous lire. Et aujourd'hui, il n'y a plus que vous. Non, mais c'est normal qu'il soit plus vieux. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent peut-être de commencer carrément un nouveau magazine en expliquant que c'est un peu genre un nouvel Animeland nouvelle génération? Alors, je pense que le nom est assez important quand même. Animeland, c'est. Moi, vraiment, j'ai acheté le numéro 6. Quand j'étais tout jeune et j'étais très content. Mes parents m'ont offert un à Noël en fait. Donc, je crois que c'était le 14. Je pense que ça marque quand même le nom. On peut rappeler le prix aujourd'hui d'un Animeland, c'est. Tout de suite, il est plus cher. Il est à 9,90 €. Tout à fait. Voilà. Exactement. Il était moins cher fut une époque, mais là c'est vrai que maintenant il est plus épais, il part sur un. À l'époque, il y a plus de pages. Ah oui, on est quand même à 150 pages. Oui. Non, alors donc à l'époque il était à 30 francs, ce qui fait. Est-ce que ça va changer aussi Animeland Extra du coup? Alors, Animeland Extra, en fait, a toujours eu son rythme de croisière et il vend très bien. Mine de rien, c'est quand même il vend West Lawrence, même. Oui. J'y ai cru. Est-ce que je l'ai fait? Bon, j'aime bien quand quelqu'un d'autre fait. C'est le magazine qui vend le mieux en général. En fait, il vend mieux que tous les autres titres, même qu'Animeland. Parce qu'il reste plus longtemps en rayon ou... Non, il a des très très bons chiffres. Voilà. D'accord. Mais c'est parce que il a une formule rodée. Enfin, il suffit juste d'être au stand. Quand j'ai la chance d'être au stand de bosser derrière, je me rends compte des gens qui viennent pour prendre l'extra et ils vérifient même pas le sommaire, quoi. Ils vérifient même pas le sommaire, ils arrivent, ils ont leur petite formule et je pense que c'est un petit peu l'équivalent du réflexe qu'on avait quand on était un peu plus jeune, d'acheter un magazine qu'on connaît bien et puis voilà. Et les jeunes lecteurs suivent, c'est-à-dire que en fait c'est normal, moi je trouve ça normal, on a 12 ans, qu'est-ce qu'on fait, on a envie d'acheter ou nos parents nous disent achète un magazine pour lire, et tu prends Animeland Extra et je pense que c'est très bien. Et ce que je disais, vous êtes quasiment les seuls maintenant sur ce créneau de magazine, animation, manga. Il y a Coyote. Oui, quand je dis quasi, c'est pour ça que j'ai dit quasi. Il y en a plus autant qu'avant. Et Japan Live, puisque quand même Japan Live continue en fait. Oui, mais vraiment côté animation. Coyote. Oui, voilà. Non mais Coyote, d'où vous êtes quasi les seuls. Non mais elle a précisé. Je viens, excusez-moi, d'une époque où il y en avait à peu près 10. Tu as raison, maintenant il vaut mieux qu'on assure nos arrières sur tout ce qu'on dit. On ne s'engage pas. Il est vrai qu'à une époque, il y en avait pas mal. Mais en fait, c'était très bien. Dans la presse, c'est tout bête, mais si tu es tout seul, on ne te trouve jamais. C'est vrai. Et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est bien. Heureusement qu'il y a Coyote, heureusement qu'il y a Japan Live. Mais il faut de la concurrence. Et parce que comme ça, on a un rayon dans les kiosques. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que quand ils n'étaient pas là, voilà, c'est Animeland pour le trouver. Quand j'étais ado, j'avais beaucoup de mal à trouver Animeland, et c'était drôle parce que c'était pour moi quand je le voyais, mais juste le voir, c'est-à-dire je l'achetais, mais quand je le repassais, je le cherchais dans les rayons pour me dire c'est bon, il est là. Le manga est représenté dans la boutique. C'est vrai que souvent, il n'y en avait pas beaucoup dans les kiosques. Il y en avait 2-3. À côté des comics en général. Souvent à côté des comics, 2-3, mais c'est vrai qu'il fallait un peu se battre pour les trouver. C'est ça. Une question un petit peu plus légère, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais est-ce qu'en une phrase, vous pourriez donner une phrase pour redonner envie de racheter le magazine à ceux qui auraient abandonné? Par exemple, les deux que vous avez devant vous, si vous deviez leur vendre le magazine en une phrase. Il n'y a pas que de l'animation. C'est ça ta phrase? Non, mais c'est vrai que j'ai lâché au moment où Animeland a vécu sa première restructuration. Alors, j'ai pas l'année en tête, mais c'est quand c'est Olivier qui c'est bien possible. Où en fait, au début, c'était manga et animation japonaise, et donc le titre est devenu beaucoup plus animation générale et plus manga d'ailleurs de base, et animation générale dans le sens où animation générale, ils avaient déjà des trucs sur des interviews sur les animateurs chez Disney, les réalisateurs. Animeland a toujours défendu l'animation en général. Oui, mais il y a eu
y a eu vraiment un virage. Alors c'est peut-être quand Olivier est arrivé, il y a eu un vrai virage où là, c'était que de l'animation, et c'était vraiment l'animation générale. Et moi, c'était pas ma cam à ce moment-là, et donc du coup, j'ai arrêté d'acheter à ce moment-là. Donc je suis ravie de savoir. Ah bon, vous reparlez de manga? Bon, attendez, je vais revenir. Non seulement on en reparle, et en plus il y a un hors-série. Alors je le découvre et je me dis mais il a l'air vachement bien. Alors je l'ai fêté un petit peu. Juste quand même, je fais un peu de pub. Le hors-série, le hors-série qui est sorti il y a 2-3 semaines, en fait, revient sur tout le manga en 2018. C'est-à-dire qu'on a fait un véritable bilan du marché qui a encore augmenté cette année. On a été voir tous les éditeurs, on explique en fait ce qui a marché, ce qui a moins bien marché cette année, ce qui va sûrement marcher en 2019, puisqu'on parle aussi de l'année au Japon, de tout ce que nos éditeurs nous préparent. Et en plus, on a quand même des interviews où là justement on a la place, on a enfin la place de lire des très très grands. Oui, alors mais bien sûr, bien sûr une couverture que Tony Valent nous a dessiné très gentiment. Elle est magnifique, hein, donc voilà, c'est vraiment. Vous avez un énorme dossier sur le manga français où on fait un petit bilan. C'est toi, Bruno? Oui, c'est Bruno. En plus, je sais. Oui, on s'est occupé de ça parce que forcément ça occupe l'actualité. Et ça devient de plus en plus présent. Nous, on a des auditeurs sur notre Discord qui nous ont conseillé d'en lire parce qu'ils disent c'est vrai qu'on en parle très peu au final, nous. Et moi, c'est Orion qu'on m'a conseillé de lire. Je pense qu'on a passé un cap en fait. On arrive à un moment où le manga français n'est plus exotique. Alors, bien sûr, on en parle. Justement, Bruno a fait un article dessus qui est très intéressant. Les titres qu'on nous propose encore aujourd'hui, il en manque peut-être encore quelque chose. On ne parle pas de qualité, mais on parle peut-être d'orientation. D'orientation, d'un certain discours qu'on aime retrouver en fait dans les mangas aujourd'hui. Là aujourd'hui finalement il y a beaucoup de shonen, donc souvent ce sont des shonen qui sont bien dessinés. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux, écrits qu'avant. Je pense qu'on va arriver en fait peut-être on arrivera à faire un marché, un jump dans quelques années. Magnolia a essayé. Non, mais effectivement, je pense qu'on était essayé. C'était trop tôt. C'était trop tôt, bien sûr. Puis la formule n'était pas assez arrêtée. En le feuilletant d'ailleurs, je remarque quelque chose, c'est que donc il y a des planches. Bon là c'est le spécial manga, c'est l'extra manga. Il y a des planches, il y a bien sûr quelques illustrations. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué de travailler avec les Japonais pour récupérer des illustrations? Bien évidemment. Ça n'a pas changé, ça c'est toujours le cas. Pourquoi ça changerait? D'accord. J'ai des souvenirs de couvertures très difficiles à faire valider, donc ils sont toujours aussi exigeants, même sur le magazine. Oui. Moi c'est mon quotidien en fait. C'est aussi de travailler avec les éditeurs, pas seulement japonais, les éditeurs français en fait qui peuvent être un peu, qui peuvent être un peu frileux justement parce qu'ils travaillent aussi eux avec les japonais. Donc c'est des fois Alors, par exemple, dans nos magazines, on ne trouvera jamais de recadrage de planches. Voilà, c'est pas possible aujourd'hui. Donc les planches seront toujours en entier. Non, parce que c'est vrai que c'est un côté qu'on ne s'y attend pas. On se dit, mais attendez, vous faites de la publicité un petit peu en parlant des titres dans les magazines, donc il pourrait être au contraire très volontaire pour vous donner des illustrations, des planches. Non, malheureusement, le rapport est toujours très... Avec l'image au Japon, les Japonais, est très compliqué. Ça change pas, c'est un problème. Actuellement, ça mute tout doucement, parce qu'il y a des petits jeunes qui voyaient déjà les problèmes il y a 10 ans, qui ont pris du galon, donc ils commencent à comprendre que la manière de procéder, mais pas que avec le manga, c'est pareil avec le cinéma, avec tous les arts en général, dès qu'il s'agit de médias, c'est ultra complexe. Et on le voit encore actuellement dans le cas du jeu vidéo, avec tout ce qui est Square Enix, où les mecs ils comprennent toujours pas, il y a eu un changement de direction, ça ne comprend pas, ça ne change pas, ils restent butés et bornés, et c'est tant pis pour eux. Après, faut voir la presse japonaise. C'est ça le truc, c'est que la presse japonaise, oui, c'est en gros beaucoup des magazines pour faire gagner, pour donner des petits cadeaux, pour faire passer de la pub, voilà. Donc
Ça reste de la vitrine. Voilà, exactement. Et une revue comme ça, les Japonais, des fois, ils se disent mais qu'est-ce que c'est Et ils comprennent pas parce que c'est pas dans leur culture en fait. Ils comprennent pas parce qu'eux, ils écrivent des essais. En fait, il y a beaucoup de livres qui sortent au Japon sur des essais sur des mangas. Alors, en fait, ce que nous on appellerait dossier, chez eux, ils en sortent carrément un bouquin. Alors, ils sont pas très épais, mais on a beaucoup de livres sur, je sais pas moi, la comparaison. Est-ce que Evangelion est mieux que Dragon Ball Z ? Je dis une bêtise, mais on a des titres vraiment et ça sort en roman et ça sort en librairie. Donc pour eux, la conception de magazine qui fait un peu le même job, et du coup nous on veut illustrer parce que c'est un magazine et pas un roman. Oui. Enfin un roman entre guillemets, en tout cas essai écrit. Du coup ils ont du mal. Par contre, désolé. Ah mais non, vas-y. J'ai pas terminé. Tout à l'heure quand tu parlais du nom Animeland, c'est vrai que en faisant quelques interviews et en allant même au Japon pour bosser, le nom d'Animeland à un petit niveau, mais il est quand même reconnu par les Japonais. Quand l'équipe de Cowboy Bebop est venue, par exemple, ils ont identifié le magazine, et là, tout de suite, pour nous, c'est plus intéressant parce qu'on casse déjà une première barrière et on peut aborder des choses un petit peu plus poussées. Juste par rapport au nom, ça m'est revenu comme ça. Mais ça aussi, c'est un travail qu'on avait effectué déjà depuis plusieurs années. Voilà, j'allais régulièrement là-bas à l'époque. Et je rencontrais des gens et Coyote fait la même chose aujourd'hui et je pense que c'est très bien parce que ça a ouvert pas mal de portes à Coyote et voilà, et nous on doit continuer aussi cet échange directement avec les Japonais. On leur a montré récemment, on a fait une couverture avec Astro par exemple. Mais voilà, quand ils voient ça, ils se disent quand même en France, c'est Astro qui est en couverture d'un magazine. Pour eux, ça a une valeur. Ce qu'ils ne font pas eux. Hein. Oui. C'est sûr que... Comme le magazine a quand même une valeur à leurs yeux, ça a du poids. Donc tu parlais des bouquins au Japon. Je pense que pour ce hors-série manga, je me suis un peu aussi basé sur le Konomanga Gatsukoi. Oui. Voilà. Donc oui, je pense que voilà, il y a un peu ce truc. Mais alors, nous, je me permets d'expliquer. Voilà, c'est que tous les ans, depuis maintenant une trentaine d'années, je finis de mémoire, tu as un petit récapitulatif en livre qui sort, qui fait un récapitulatif de l'année complète du manga, qui donne tout ce qui est sorti, tout ce qu'il y a eu, même au niveau éditeur, économique, chiffres, historique et ainsi de suite. T'as un équivalent dans le cinéma en France qui est l'annuaire du cinéma, où chaque année il y a un bouquin qui sort qui recense tous les films sortis l'année de 2018 par exemple, et voilà, ils vous font un listing de tout ce qui est sorti de A à Z en expliquant quelle production, quel machin. Là c'est à peu près équivalent. Et c'est ça, en une phrase. Voilà. Et comme quoi, voilà, justement, on en revient aussi sur Atom parce que Fausto a fait la même chose avec, pour Mad Movies, en fait, un récapitulatif de tous les films fantastiques qui sont sortis en venant vraiment sur chacun d'eux. Et c'est aussi quand j'ai vu ce hors-série, je me suis dit ça pourrait être chouette de faire ça. De faire la même chose avec le manga. Et c'est une bonne idée. Sachant que je rappelle qu'il y a plusieurs années, Kazé avait sorti un espèce d'annuaire du manga. Oui, tout à fait. 2013. Ils ont été plusieurs à sortir des annuaires. Asuka en a fait. Il n'y a eu qu'une année parce que je pense que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je pense. Ça n'a pas marché. C'était Phoenix, non ? Alors Phoenix, oui. Enfin, c'était Asuka. Non, en fait, ce qu'il dit, c'est Kazé qui avait sorti et c'est Sébastien Quimbert qui l'avait dirigé. Je crois que ça s'appelait juste annuaire du manga avec l'année. Donc c'était 2012 ou 2013 de mémoire. C'était peut-être trop tôt en fait je pense qu'il y a eu beaucoup de choses lancées un peu trop tôt. Je pense que ça peut pas marcher concrètement cette formule malheureusement parce que ça demande à avoir une vraie passion pour le manga que tu peux pas avoir autant en France. C'est-à-dire qu'en France beaucoup de gens aiment le manga mais c'est comme aimer aller au cinéma et lire des revues de cinéma. C'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde peut lire du manga, mais très peu vont essayer de mine de rien, le film français en fait reste un magazine qui se vend très bien en France, mais c'est parce que en gros tous les professionnels du cinéma sont abonnés. Oui, voilà, c'est juste ça. Mais le public, le public lambda, il ne lit jamais. Là, ce qui était en fait problématique, c'est que ces annuaires, donc juste pour faire la petite aparté, reprenaient l'intégralité de ce qui était sorti et disponible. Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas trop la question de ce qui n'est plus disponible. Or, aujourd'hui, ce serait impossible déjà de faire, depuis le début du manga en France, en édition, tout ce qui est sorti. Tu confonds, c'est pas ça. Pardon, parce que c'était ça l'annuaire qui était sorti. Non, ça existait, c'était ça. Asuka, c'était un dictionnaire. Pour moi, c'était ça. Pour toi, l'annuaire, c'était que sur une année ? Non, un annuaire. Ah, d'accord, pardon. C'était en 2012, c'est Kazé qui a sorti ça en 2012. Je te le ressortirai si tu veux. Et c'était une espèce de truc, ils articulaient des bilans.
voilà, un petit peu catalogue, mais voilà, bon, c'était très intéressant. C'était le bilan de ce qui était sorti dans l'année. Des dictionnaires, il y en avait eu. Non, c'est pas un dictionnaire, c'est vraiment le bilan des nouvelles séries, ce qui est sorti, ce qu'il y a eu, ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va marcher au Japon. C'était déjà plus intéressant. Non, pardon, oui, alors du coup, je me rappelle. Et tu gardes la main? Et je garde la main. Alors, juste pour une petite. On reste sur un tout petit peu de technique, en fait. On va parler de Prestalis. Alors, Prestalis, en fait, c'est le distributeur de presse-papier dont Animeland, entre autres. Et ils ont quelques difficultés. Alors, du coup, on se demandait si ça mettait en péril... Comment vous gérez ça? Est-ce que ça met en péril Animeland Enfin, je pense que ça met en péril absolument toute la presse spé. Voilà. Ah oui. Mais il se trouve que oui, on a pris en compte ça et oui, nous aussi on doit payer. Voilà. Mais oui, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Mais ce qui a fait qu'on a dû revoir aussi les chiffres, voilà, à l'arrivée. Mais non, je sais pas si tu voulais dire un truc, mais oui, voilà, moi, alors. Bien sûr, il se trouve que je m'occupe pas non plus du portefeuille, mais voilà, je sais très bien que oui, ça nous a foutu un coup, mais ça a foutu un coup à tout le monde. Hein, donc voilà, et j'espère qu'on va nous aider quand même un peu. Enfin, j'ai l'impression acheter. Non, je parle pas du public, je parle aussi de l'État. Oui, c'est ça, du gouvernement. Qui a aussi envie de enfin, il l'a dit, hein, il a envie de nous aider. Donc, je sais pas comment. Mais comme il aide en ce moment les automobilistes. Exactement. Ça va être sympa. Enfin. Non, mais là, on parle vraiment... Enfin, c'est la... Prestalis, c'est vraiment... comment dirais-je? Ça a un impact tellement important sur tout un tas de... Mais à vrai dire, tout le monde s'y attendait. Non, mais c'est ça qui est c'est que la politique voilà, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais voilà, la politique de Prestalis n'a jamais été très bonne et voilà, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, oui, c'est normal. Mais bon, globalement, vous nous répondez à la question que c'est un problème, mais pour tout le monde, donc c'est pas spécialement vous. Oui, exactement. Voilà. Et puis si on meurt, ça sera sûrement pas à cause de ça. Ouais. On espère. Blackjack. Oui, alors verra-t-on une augmentation du nombre de sorties chez Ennis telles que 100 films d'animation japonais? Alors oui, effectivement, comme vous l'avez dit, vous êtes cousins avec. Oui, on est cousins et puis voilà, sans film, c'est voilà, je m'en suis occupé, donc j'aimerais bien. Mais c'est vrai que c'est du travail après, je comprends. Voilà, exactement. C'est un boulot énorme. Hein, pour tout avouer, j'avais pas véritablement mesuré le travail que ça allait. Oui, c'est ça, oui. Et Bruno, j'en parle même pas, mais lui, je sais pas comment il fait. Mais c'est vrai que je suis pas parti en vacances cette année et j'étais très content pour ça, mais voilà. Mais oui, je comprends, c'est un travail, c'est un boulot énorme. Ouais. D'autant que il y a pas que ça, puisque on a aussi travaillé sur un quiz Animeland. Oui, j'allais en parler. Qui sort la semaine prochaine. Enfin, ouais, je sais pas. Non, c'était juste après. Voilà. Mais alors oui. J'espère, dans le sens où le premier projet que j'avais proposé, en fait, n'était pas celui-là. Il était sur le manga. Voilà. Sans manga, donc. Non, sans manga, je sais pas, j'ai l'impression que sans manga... ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. Alors, sans manga, avant d'entendre avec 100 séries, par exemple, tu prends des Naruto et des Jojo, t'en as déjà 200. Exactement, voilà, c'est ça. C'est les 100 mangas, donc ça veut dire 97 détectives Conan et 3 shoujo. Non, mais... alors c'est pas encore bien défini, mais oui, j'espère qu'il y aura d'autres choses comme ça. Ça dépend aussi finalement des résultats de 100 films. Hein. Et le quiz, il est venu comment alors du coup, l'idée de faire un quiz Animeland Eh bien, c'est une proposition qu'on nous a faite dans le sens où, comme j'ai dit, en fait, ça c'est horrible parce que ça fait un peu non mais avec une vieille pieuvre avec plein de magazines partout, mais il se trouve qu'on fait partie quand même du même groupe de celui qui a aussi Rokirama, voilà. Parce qu'il y a plusieurs... voilà, bon, voilà. Mais, et le but, c'était de faire un quiz Rokirama et un quiz Animeland. Donc, voilà, je fais, moi, j'adore jouer, donc... non, mais c'est une bonne idée, d'autant qu'on parlait de la base de données tout à l'heure, donc il y a on s'est amusé. Hein. Franchement, on s'est bien amusé à sortir des trucs bien derrière les... voilà. On apprend véritablement des choses. Parce que il y a un livre avec où
il y a des anecdotes par réponse en fait. Parce qu'on reste des journalistes, on se dit, oh, mais non, mais il faut quand même. Faut pas donner juste une réponse basique. Est-ce que vous pouvez pas sur des donner un petit questions peu aux genre auditeurs combien de moustaches à Naruto? Non, quoi, bah non. ça. Non, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vicieux. Ça m'a l'air plus vicieux. Alors je suis désolé, j'ai que Naruto en tête, je sais pas Mais pourquoi. je bloquais. Alors, Combien y a-t-il de saisons à Jojo? C'est facile. Bah non. Oui, c'est vrai que toi tu savais même pas ce que c'était qu'un stand avant il y a 2 semaines. C'est ça, exactement. Oui, bah. Non, si, elle savait elle savait qu'il y avait des stands, elle savait qu'il y avait des Non, je bonhommes savais, derrière les ouais, héros, mais elle savait même pas qu'ils avaient des pouvoirs. Mais c'est tout ce que je connaissais. Excusez-moi, j'ai raté Jojo dans ma vie. Ouais, Je me rattrape. Raté ma vie. C'est pas pareil. Je me rattrape. Mais il y aura combien de questions à peu près Donc le niveau est variable. Voilà, le niveau est variable. Il y a 500 questions. Il y a plusieurs rubriques. Il y a animé, manga, film d'animation, enfin un film d'animation japonais. Spécialiste. Voilà, expert. Ouh là là, expert. Expert, oui, expert, il est sympa. Et puis aussi un classique, voilà, parce qu'on aimerait, voilà, quand même pour les vieux. J'en ai une en expert. C'est pour ça que je voulais savoir aussi de quelle période ça allait en fait. Oui, il y a de tout. On a tout, on a vraiment pioché de partout. Ouais. Donc les vieux comme moi pourront peut-être s'y retrouver. Bien sûr. C'est ça, pareil. Non, mais du coup, ça donne envie. Dis vite ta question expert. J'ai une question expert. Est-ce que Nausicaa, c'est un Ghibli? Bah non, pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal. Non, c'était la bonne réponse. C'était un piège. Il fallait pas répondre. Si, on pouvait. Non, je crois qu'on pose à peu près une même question, mais c'est pas totalement comme ça, mais je crois que bien. oui. Alors si vous, ça me dit quelque chose. Nous, on a l'anecdote sur la question. Alors, vous pouvez pas la retrouver dans le quiz Animeland, mais écoutez les Kaikoten, on explique justement pourquoi Nausicaa n'est pas censé être un Ghibli. Je nuance parce qu'après on va se faire encore pourrir, mais officiellement maintenant ça appartient à Ghibli. Ils ont racheté. Justement, on le dit. Officiellement, c'en est un. On l'explique dans Kaikoten justement tous les détails. Oh la Marcy, tu me fais peur, j'ai des surfroides. Non, en fait, c'était juste pour teaser, pour dire d'écouter les. Exactement. J'ai bien compris. Et non, j'essaie de trouver une question vachement difficile. À cause de ça, je te pique ta question que tu aurais dû faire. Et ouais, c'est comme ça. Juste pour rester sur l'actualité, pareil, un peu autopromo. Mais sur on n'en a pas assez. Vas-y. On sort le MOOC Mamoru Soda qui arrive en décembre. Après-demain, le 28. Après-demain. Ouais. Il sort là cette semaine. Oui. Voilà. C'est bien. C'est Rêve Digital, non, c'est ça le titre? J'avais vu ça passer aujourd'hui. Le sous-titre a changé tellement. Mais globalement, vous parlez du digital et du rêve et pas de la famille, ce qui m'a semblé bizarre, vu que en ce moment tout le monde en parle, même au Soda, la famille. Bien évidemment. En même temps, il fait des films sur la famille, oui. Du coup, il sera déjà sorti quand les gens écouteront cette émission. Oui, tout à fait. Voilà, donc achetez-le. Voilà. Exactement. C'est bon, l'autopromo c'est fait. Ils pourront nous bâcher sur ça, les gens. Voilà. Donc, question. Comment se porte l'animation actuellement selon vous? Et cela a-t-il un impact sur le magazine, que ce soit en termes de vente comme de contenu? Alors, vous avez une heure. Alors, ce qui est bien, je pense, c'est à peu près la question que je pose à chaque fois que je rencontre un animateur ou un réalisateur. Il commence à pleurer après. Voilà, exactement. C'est ça. Je pense, et pas seulement économiquement, je pense aussi au niveau de la qualité même des séries. Et j'essaie à un moment donné de savoir mais pourquoi c'était mieux avant, alors que ça n'est pas forcément mieux avant. C'était différent. C'était différent. Mais pourquoi on a cette impression-là? Je pense que c'est pareil partout. En fait, c'est que avant on avait plus de contraintes. Et comme on avait plus de contraintes, on essayait de se libérer de ces contraintes et donc d'inventer beaucoup plus qu'avant. D'inventer beaucoup plus. Aujourd'hui, finalement, c'est admis que quand on a un produit à faire, faut faire ce produit-là. Exactement. Voilà. Et c'est beaucoup plus difficile de s'en affranchir, en fait. Et puis le système de distribution et de diffusion a donné une espèce a donné de l'impatience. Faut que ce soit tout de suite. Aujourd'hui, par exemple, lorsque l'attaque des Titans est partie en pause, l'animé, par exemple, il y a cette pause. On va encore attendre jusqu'en avril parce que maintenant on avait l'épisode qui arrivait super vite en France, sous-titré. On oublie que en 5 ans. C'est même pas qu'un problème d'animation. Voilà, parce que tu prends la série que tout le monde attend, c'est Game of Thrones. Les gens, ils ont pleuré quand ils ont su qu'ils attendraient
pas 1 an, mais 1 an et demi. Alors là, c'était la folie pour eux dans leur cœur. Les mecs, Alors qu'il y a pléthore de longs métrages qui ont mis 7 ou 8 ans pour être montés. Et là, voilà, les Titans, il y a quand même presque 70 épisodes, 2 films en 5 ans. Donc il faut prendre en compte aussi tous ces temps de production-là. Donc après, le monde de l'industrie, il y a beaucoup de gens, qu'ils soient producteurs, animateurs ou réalisateurs, selon leur parcours et leur situation, qui vont vous répondre que ça va, que c'est toujours un peu le bordel. Ça dépend aussi des CV que l'on interviewe. Je crois qu'il y a quand même un gros problème de planning qui fait qu'aujourd'hui, les talents sont de plus en plus dilués et à chaque fois qu'il y a des projets qui se montent, ça manque de main-d'œuvre. C'est indéniable qu'il y a de plus en plus de séries. Alors que tu reviens 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas autant de séries, donc forcément tes talents ils étaient beaucoup plus concentrés. Maintenant tu es beaucoup plus dilué, comme tu dis. À la fois c'est un héritage, toute cette génération de spectateurs qui est devenue acteur, donc ça un petit peu, ça fait des enfants, voilà, toute cette époque-là. Mais c'est vrai qu'il faut rentrer un petit peu dans des termes techniques, mais la pré-production n'existe presque plus, et donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de programmes même qui arrivent en France qui sont techniquement hyper datés. Malgré tout, je trouve que le paysage de l'animation, ça reste quand même d'un bon niveau. Malgré tout, voilà. Du coup, pour Animeland, vous n'avez pas le sentiment que vous avez toujours quelque chose à dire? Il y a toujours des animés dans lesquels on peut parler, il y a toujours quelque chose à se dire. Oui, bien sûr. Et puis je pense véritablement qu'on pourrait même en faire le double, parce que après avoir en fait bien épluché toutes les séries finalement qui ne sont pas très intéressantes sur une saison, c'est-à-dire je pense 70%. Il reste toujours 30% où il y a toujours quelque chose qui vaut le coup en fait. Au moins regarder un épisode. Mais regarde-moi un exemple concret, on parlait de Zombieland Saga, où la base je la trouvais intéressante, mais je te dis il y a un problème de fond qui marche pas en fait. L'idée vraiment était puissante et ils peuvent pas la tenir. T'as vraiment ce concept qu'ils doivent rester dans une série pour otaku et donc reprendre les mêmes archétypes. Ce qui est bizarre, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ça vaguement tente de critiquer ce système et ça ne marche pas. Et en plus, ils avaient vraiment la prétention de révolutionner le c'est vrai, c'est un peu ça, à chaque saison, t'as un animé qui vient te dire ça. Eux, vraiment, les producteurs, en plus, c'est MAPPA, c'était leur truc. Mais la base est intéressante. Oui, moi, ça reste... Non, mais l'idée de base, oui, mais on en attendait beaucoup, voilà. Je pense. Et maintenant, on en parle. Au Japon, ils sont très contents parce que ça cartonne au Japon. Ah oui. Est-ce bon signe, c'est que je sais pas non plus. Il y a quand même, je trouve, alors ça, c'est qu'un regard personnel, mais c'est vrai que on est de plus en plus porté quand même sur des œuvres optimistes. Et ça, c'est un discours que je tiens un peu souvent. Steve, il en a peut-être marre que je le rabâche. Mais voilà, je trouve qu'on a beaucoup d'œuvres optimistes. Et à force de faire des dossiers transversales et de réunir parfois le passé avec le présent, je trouve qu'on perd un petit peu ce côté-là. Voilà. Alors, juste pour qu'on soit tous d'accord sur le niveau parce qu'on disait il y a 70%, et il y a 30% d'un peu mieux en animation. C'est quoi, sur les dernières saisons, un titre qui vous aurait marqué, vous vous dites, ah oui, il fait partie des 30% des bons? Alors, Megalobox, déjà, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Ne serait-ce que pour sa plastique, parce que c'est quelque chose qui renoue avec... alors, faut aimer le studio TMS, mais... voilà, ça renoue avec... Là, ça me parle. Ça me parle. Pour le coup, des Aki Sugino, voilà. Voilà. Et en plus, c'est une maison qui continue à travailler avec des anciens, qui continue à travailler avec des animateurs historiques qui sont très âgés, qui aiment la France, qui bossent à la main, je dis ça pour qu'on comprenne. Donc voilà, il y a une note d'intention qui me plaît beaucoup. Steve, qu'est-ce qui te sais rien, moi je sais. Après, pas le meilleur, un des bons. On pourrait placer aussi, c'est une petite série, To Be Heroine, qui est une production chinoise. Et ça a l'air... Ah oui, alors si là-dessus, moi je te suis là-dessus. Je pense qu'on peut être très étonné des Chinois dans les prochaines années. Oui, je suis d'accord. Et pas juste avec Big Fish et Begonia qui étaient déjà très très bons, mais... Non, mais... Et puis moi, il faut bien le dire, je sais pas, ça fait plus de 10 ans que je vais à Annecy.
Et à chaque fois, on tombait quand même sur des trucs chinois vraiment pas jojo, quoi. Parce que je pense qu'ils ont un humour différent, parce que je pense qu'ils ont une narration totalement différente. Un imaginaire différent aussi. Et c'est vrai que des fois, c'était très, très dur. Et là, dernièrement, ils ont décidé, en fait, de faire de la copro. Exact. Voilà, avec les Japonais. Et c'est pas une mauvaise idée. Ils ont surtout eu... Il y a des studios, par exemple, qui proposent les meilleurs salaires dans le milieu de l'animation. Alors, il y a eu des petites histoires après d'impayés, etc. Mais ils ont, par exemple, chopé des réalisateurs. C'est un réalisateur qu'on a interviewé, Shigeyasu Yamauchi, qui est le réalisateur de Broly, le créateur de Broly, par exemple, qui a réalisé des Senseiya et des Dragon Ball à l'appel. Voilà, ils arrivent à te signer un talent comme ça. Donc, dès que tu as ce nom-là sur une prod, forcément, c'est un petit peu plus intéressant. Et en même temps, il y a toute une nouvelle génération d'animateurs, de web animateurs, qui arrivent et qui sont super talentueux. Et c'est pour ça que je te parle de To Be Heroine, parce que c'est des jeunes animateurs derrière leur ordinateur qui sont connectés à d'autres et qui te font des productions comme ça, où toutes les 2-3 semaines, le temps de faire un épisode, ils se donnent à fond. Et c'est peut-être pas quelque chose de super léché, super beau, super fini, mais c'est de la passion à l'écran. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. J'adore la passion. Il veut pas être chroniqueur chez moi. Mais il est déjà trop pris, je pense. Je pense qu'il aurait du mal à se dédoubler. Ouais. Oh, il le fait déjà, donc non. Si vous nous le prêtez, on veut bien le prendre de temps en temps. Hein. Ça tombe bien, on va parler des pigistes. Oui, alors comment vous les recrutez, vos pigistes? Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce que c'est au jet d'eau froide comme nous? Parce que nous, par exemple, on doit se prendre un jet d'eau froide dans la gueule pendant 1 heure. Si on tient, c'est bon. Exactement. C'est pas à moi de répondre. Il y a un parcours type. Il faut être mon stagiaire au tout début. Et puis après, finalement... Si on survit, c'est ça. Voilà, si on survit, et qu'on se dédouble, justement. Non, mais moi, je dis toujours... envoyez-moi vos articles. Vos articles, vos articles. Envoyez-moi déjà une lettre, pour me dire pourquoi vous voulez écrire. Et puis aussi un petit truc que vous avez écrit, genre 1000-2000 signes. Et puis moi, je suis toujours ouvert aux nouveaux talents. Est-ce qu'on peut se dire qu'on recrute tout le temps? Moi, c'est quelque chose que j'avais... Bien sûr, il faut. Pour moi, on recrute tout le temps. C'est indispensable. Bien sûr, il faut des vieux briscards. Mais bon, je suppose aussi qu'il faut toujours, c'est comme tu disais, il faut toujours une veille. Et une veille aussi sur les rédacteurs. Et puis nous, on sera... Enfin, j'étais pas là que le magazine existait, je serai plus là, et j'espère qu'il va continuer d'exister. Donc c'est pas à travers notre personne que le magazine va continuer. Donc oui, il y a toujours des... Et alors, on peut vivre. Est-ce qu'on peut faire un métier de pigiste aujourd'hui? Alors du coup, oui, regarde là, est-ce qu'on... Je dis pas qu'on en vit bien, mais est-ce qu'on peut en vivre? Alors Bruno, comme on a dit, qui se dédoublait, qui faisait des piges pour tout le monde et qu'il en faisait 3 fois. Parce que nous, on faisait tous quelque chose à côté, mais lui, il peut acheter du pain. La difficulté, c'est que, je ne veux pas faire du cas de Bruno Delacruz la vérité d'un pigiste. J'ai pris le choix d'être... je voulais être journaliste, donc je savais dans quelle voie. Je peux pas aujourd'hui venir et râler, dire c'est horrible d'être pigiste. Je savais plus ou moins, de toute façon, c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai fait le choix de lâcher mon job alimentaire pour me concentrer à 100%. J'ai quand même la chance d'avoir une équipe qui connaît aussi ma situation. Donc voilà, ils me font participer à pas mal de trucs. J'en suis conscient aussi. Donc est-ce qu'on peut en vivre? C'est sûr que je vais pas tous les 6 mois à Ibiza. Mais voilà, je suis très content. En fait, c'est bête, mais je suis tellement content de participer à cette aventure. Je pensais avoir peu de chance de le faire depuis ma Corse, que je suis content en fait. Donc le truc pour de manger des pâtes, quoi. C'est bon les pâtes. Plus que les pâtes, est-ce que tu peux aller au Japon de temps en temps? Est-ce que ça t'arrive de pouvoir y aller? Honnêtement, j'y suis allé pour la première fois de ma vie grâce au boulot, donc ça aussi ça rentre en compte en début d'année. Mais non, évidemment, là je parle très sérieusement. Pour l'instant, non, parce que c'est vrai que la pige, il faut en additionner beaucoup. Voilà. Après, c'est chacun. Mais on fait pas ça pour décourager, c'est juste que j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très passionné, mais je veux vraiment que les gens qui entendent ça, s'ils veulent faire de la pige, ou bien ils font comme toi, mais ils savent dans quoi ils s'engagent. Dans la rédaction, pratiquement tout le monde a un autre métier.
Exactement. Il n'y a que Mathieu qui participe, qui est un journaliste d'expérience érodée. Mais voilà, c'est pour ça que c'est difficile, parce que je ne veux pas être un porte-parole de n'importe quoi. Mais c'est bien d'avoir l'avis aujourd'hui de quelqu'un qui... parce que là, quand on t'entend, on a l'impression que c'est ton... Bon, déjà, tu le sais, tu le dis, c'est ton job principal. Mais c'était la question, c'était ça. C'était est-ce qu'on peut... on peut garder ça en job principal et faire que ça. Mais on est d'accord que pas dès le départ. Ouais. Dès le départ, il faut d'abord, déjà, il faut faire sa place. Même c'est compliqué. C'est-à-dire que l'époque, comme on parlait en off, l'époque homme du président, ça n'existe plus vraiment. Tu n'as plus vraiment des... Non, mais les gens ont encore l'image d'une rédaction où tu n'as que des mecs qui bossent dans ça et qui en vivent très bien. Quoi. Ouais. Et puis surtout, quand tu dis que tu es journaliste, c'est tout de suite, il y a un petit fantasme, comme si tu présentais le 20h. Bien sûr. Est-ce que tu as un feutre avec la carte de presse dedans? On ne parle pas que de nous, d'ailleurs. C'est le cas dans toute la presse écrite à peu près. Moi, même vous voyez des journalistes que vous voyez à la télé par exemple. Les journalistes que vous voyez à la télé, c'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent non mais c'est ça, c'est que finalement ils ne bossent pas que dans des rédactions, leur pige ne suffit pas, donc ils sont obligés d'aller au cercle par exemple, si t'es journaliste cinéma ou d'aller dans un BFM parce que t'es journaliste politique, ou bien tu sors un bouquin aussi. Le bouquin permet aussi de gagner un peu. Mais on parlait de Mathieu, donc Mathieu Pinon qu'on avait reçu pour les Caïcotaines. Mathieu, il bosse avec Animeland, il bosse avec Coyote, il bosse avec beaucoup de magazines différents. Il peut pas vivre que d'une revue. Ah non, et puis heureusement d'ailleurs qu'il bosse aussi avec des magazines autres qui n'ont rien à voir avec l'animation. Alors on arrive dans nos dernières questions, donc ça y est, c'est la folie. Dis donc, parce que jusqu'à présent on était calme. Alors là, ça y est, ça va être... Attention, ça a monté d'un cran. Vraiment, c'est déjà avec une spontanéité. On l'a dit, Animeland, c'est né d'un fanzine. Alors, est-ce que vous en lisez? Oh là là, oui, les fanzines. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Oui. Alors j'ai une question subsidiaire pour toi, Steve, après. Il y a moyen de t'en sauver. Déjà, toi, Bruno, qu'est-ce que tu lis comme fanzine un peu? La mallette à dessin. Ça fait peut-être 1 an ou 2 maintenant que j'ai pas lu. Donc c'est surtout, c'est vraiment très très orienté illustrateur, dessin. Parce que Bruno dessine aussi. Hein. Il ne dort pas, il dessine. Voilà, quand j'ai pas des dossiers de 8 pages sur Monogatari à faire en 2 jours. Facile. Petite promo une nouvelle fois, c'est bien. Que vous pouvez retrouver dans le dernier Animeland. Non, mais attends, parce qu'en plus, c'est même pas vrai, parce que le prochain numéro sort le 30. Donc, le temps que ça sorte, ce sera déjà. C'est juste pour dire que pigiste, il faut t'attendre à, quand tu te réveilles, à avoir ce genre de mail. T'as pas 7 ou 8 pages à me faire en une semaine Bon. Non, voilà. Le mail du matin qui fait plaisir. C'est juste parce que Bruno, c'est mon préféré, donc je lui donne tout. Je suis désolée, c'est horrible parce que je me rends compte que ça n'a pas du tout changé. Finalement, il y a des choses qui ne changeront jamais. Ah non, je pense que ça ne changera pas. Les mails de 8h du matin dis donc, on clôture à midi, tu peux me faire 6 pages? Comment ça? Non, on m'a planté. Mais t'as tu ça 6 heures avant, quoi, c'est pas possible. Bref. Bon, alors du coup, pour toi, Steve... Désolé pour le fanzine, j'avais pas d'autres... Ah non, c'est bien, c'est très bien. C'était très bien. Quel fanzine tu lisais? Tu nous as dit, c'est très bien. Merci à toi, bravo. Ne t'excuse pas, ne te flagelle pas. Ça, c'est un truc de pigiste, vous aimez bien vous flageller. Exactement. Alors donc pour toi qui n'en lis pas, Steve, est-ce que tu as des sites web de référence? Des sites web de référence. Ouais, alors principalement manga animé vu qu'on parle de ça. Après, si tu as un site web sur la charcuterie, ça peut nous intéresser. Ça peut être sympa, ouais. Ah non, mais après, justement, en tant que rédac chef d'Animeland, je suis quand même obligé d'aller voir tout ce que se fait ailleurs. Voilà, c'est aussi une veille. Moi aussi, c'est un travail de veille. Donc, vous m'avez lu sur Manga Mag. Donc, j'en ai cité un. Oui, donc non, mais. Oh là là. Mais non, mais bien sûr, c'est moche. C'est moche. Non, mais c'est vrai que je vais des fois sur Manga Mag. Je vais en fait partout parce que je dois voir aussi tout ce qui se fait ailleurs. Donc, je trouve des choses des fois très intéressantes. Donc, heureusement d'ailleurs. Après, citer vraiment les sites.
Je saurais pas dire parce que finalement aujourd'hui c'est il y a une fuite facile. AnimeNet News. mais non, justement, Anime News Network, tu veux dire? Oui. Non, mais... Oh là là, fuite facile. Oh là là, la faute. Allez, je pense que tu dois aller consulter pour dyslexie parce qu'entre l'adresse d'Ayaku Shop et ça, après je vais aussi sur les sites japonais puisque voilà, on doit aussi voir ce que se fait au Japon. Alors pour finir ça, parce que sinon c'est vrai que c'est à moi de tourner, mais toi, dans ton privé, est-ce qu'il y a des sites que tu aimes aller voir même pour le plaisir, tu vois, par exemple, il y a des Anime News Network, est-ce que tu aimes aller sur Anime News Network? Non, vrai, pour personne plaisir, non, mais toi tu fais du squash en bon DG, tu fais du squash. Je vais dire un truc, c'est que j'aime beaucoup aller plutôt sur des sites plutôt sur le Japon, voilà, comme Journal du Japon par exemple, mais on parle pas que de manga et d'animation. D'accord. La question portait sur le manga et l'animation quand même. Non, pas forcément, mais plutôt essentiellement. Si on peut, mais sinon c'est pas. Si vous aimez bien l'animation, il y a Manga Animation qui est un petit site qui est entre parenthèses en ce moment, qui est fait par Peter Wrong. Je le salue d'ailleurs. Il y a Pierre Giner qui a bossé un petit peu avec lui, et ce sont des gens qui connaissent très bien leur métier. Il y a plein d'interviews d'animateurs, d'animatrices notamment. C'est super intéressant. Nostroblog, par exemple, on a des membres de Nostroblog qui bossent avec nous. J'ai vu qu'il y en a 2, non Oui, Benjamin et Johan. Et voilà. Et ben voilà. Sinon, le Phocéen, mais ça, faut être supporter de l'OM. Donc, Bon, moi je recommande la chaîne YouTube Every Frame Painting qui est fermée et qui avait une très 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 bonne vidéo sur le sens du montage chez Satoshi Kon. Voilà. Ouais. Donc je l'avais déjà recommandé avant, je la recommanderai toujours parce que Satoshi Kon, c'était la vie. À toi, Marcy. Non, moi je veux juste dire que les magazines se suivent et s'arrêtent essentiellement. On l'a dit tout à l'heure, il y avait énormément de magazines, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous auriez une petite explication sur l'incroyable longévité d'Animeland? Parce que mine de rien, c'est quand même un parcours pour un magazine assez impressionnant. Les lecteurs. Hein. C'est avant tout les lecteurs, oui, parce que... je pense qu'on a eu la chance d'être là en premier. Enfin, bon, il y a eu Tsunami aussi, mais voilà, on était là en premier, donc le nom est resté. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des lecteurs aujourd'hui qui l'ont acheté depuis le numéro 1. Bah oui, voilà. Maintenant, je pense aussi on a aussi la chance finalement d'avoir eu tout au long de ces années une direction qui ne voulait pas forcément beaucoup de profit. Voilà. Et qui fait que même dans une période de creux, on pouvait se permettre de perdre un peu d'argent. Parce que la passion était là avant tout. Voilà. Moi, je comparerais ça, toute proportion gardée, un petit peu au studio Gainax, avec... toute proportion gardée. Exactement. Ça, c'est une belle comparaison. Voilà. J'accepte la comparaison. En fait, je trouve... Moi, je suis Maïda, je te préviens. Ok. Je trouve que, alors, outre le côté pionnier, en fait, l'équipe de maintenant, si Steve, c'est peut-être quelqu'un de la 3e génération du magazine, moi je fais partie de la 4e. Et... C'est Morning Musume, c'est génial. Oh mon Dieu. En fait, les lecteurs d'hier sont les rédacteurs d'aujourd'hui. Et du coup, on est tellement content de bosser pour Animeland, d'en parler à nos potes, de dire ce qu'on fait. Voilà, je crois que c'est cette espèce de petite effervescence qui fait que qu'on est tous excités et qu'on a envie que le magazine marche, en fait, tout simplement. Mais tu as de la chance, moi mes potes s'en foutent du manga de l'animation, donc je vais dire que je bosse à Manga Mag, ils s'en branlent, ils ne m'écoutent pas du tout. C'est grâce à Animeland en fait que j'ai connu des gens. Moi encore, à l'époque, quand j'étais, les mangas, j'avais pas trop grand monde, tu vois, avec qui en parler. Mais du coup, c'est grâce à Animeland, et quand je suis monté à Paris, voilà, j'ai connu ces gens-là et ça s'est fait comme ça. Et moi là, concrètement, j'ai juste mes potes ont été intéressés parce que hier j'ai fait une émission pour une radio où j'ai parlé avec Rafik Djoumi de Metal Gear. Donc voilà, et là il fait un cinéma, jeux vidéo, hop, c'est bien. Je fais oui. Alors à côté, je fais toujours Mangacast, il y a des mangas, c'est cool. Je fais oui, ça on s'en fout. Alors c'est drôle parce que Animeland pour l'anecdote, a fait plus que juste rassembler des gens dans une rédaction. Il a aussi
connecté énormément de gens, parce qu'il y a avant donc Internet, encore une fois, les courriers des lecteurs. Donc il y avait parce que je les vois là sur la table, dans les premières pages, il y avait le courrier des lecteurs et on pouvait mettre des petites annonces de dire je recherche des gens avec qui correspondre. Alors à l'époque, on faisait que ça par courrier. Et donc il y a la mienne quelque part dans le tas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré et que j'ai commencé finalement dans l'animation. Je devais avoir 15 ans et c'est là où j'ai rencontré la plupart des gens qui ensuite ont travaillé dans l'animation. Et c'était vraiment ça. On écrivait en disant... Cette rubrique, elle est super parce que tu regardes cette rubrique très drôle. Et les dessins, ne serait-ce que tout à l'heure. Les dessins. J'ai ouvert. C'est que des gens qui sont devenus professionnels aujourd'hui. Il faut que je précise quand même parce que c'est vrai sur la table on a Atras qui est quand même gentiment venu nous apporter des vieux numéros d'Animeland. Ils sont pas si vieux que ça. C'est quoi 96. Novembre 96. Ça va. Ça a 22 ans. Ça a 22 ans pile. Oh mon Dieu, je les avais achetés ceux-là aussi. Je vais me cacher. Même un article. Alors c'est pas dans celui-là, c'est dans ceux d'après. Un article de Balak. Ah ouais. Par exemple, il a écrit sur Trigun. Trigun. Et donc voilà, c'est Balak, auteur du récent Pipoudou. Moi j'aime bien le citer que pour ça. Mais donc c'est vrai qu'on retrouve, quand on regarde les noms, même les piges, enfin on regarde qui a écrit les piges et on retrouve des noms incroyables. C'est super. Enfin, c'est drôle. Finalement, Animeland aussi a participé, il faut bien le dire, au développement de l'animation japonaise en France. On le raconte dans le numéro qu'on a fait en juin. Takahata. Finalement, Takahata a rencontré des personnes d'Animeland et c'est aussi à partir de là que finalement le public français a commencé à s'y intéresser. Animeland a décidé de défendre véritablement Takahata, de faire découvrir aussi Ghibli. Et après, il y a eu des noms comme Ilan Nguyen qui... c'est ce que j'allais dire, on en a parlé dans Kaikoten, on en parlait, il a beaucoup défendu dans exactement, la première série de Ghibli qui avait été faite en 90, non, début 2000 je crois, juste à la sortie de Mononoke. Voilà, qui est très rare apparemment à trouver. Et très rare maintenant, et 80% des articles c'est du Ilan Nguyen. Et oui, bien sûr, et c'est grâce à Ilan aussi que Ghibli, je pense aujourd'hui, a cette notoriété. Donc, pas que lui, mais c'est vrai que ça a été un acteur. Mais disons que Ilan Nguyen, moi en tout cas, quand je lisais des articles, quand j'avais préparé le Kaikoten, je trouvais qu'il avait une modernité de vouloir pas que parler du film, de parler de comment le film était fabriqué, des plans, du cadrage, de la mise en scène. Et parler vraiment de Takahata et de Miyazaki comme des réalisateurs avant d'en parler juste comme des faiseurs de dessins animés. Cinéma. Tout à fait. Exactement. Voilà. Et comme nos deux complices sont en plein dans leur nostalgie et se rappellent leurs jeunes années. Mais c'est parce que la plupart je les avais eus et ça me. Est-ce que tu veux faire ta dernière question, Blackjack? Parce que sinon je te laisse lire le livre. Attends, j'ai une petite perle là, dans cet Animeland. Très vite, vas-y, très vite. Non, c'est juste parce que en fait, je retrouve une petite annonce de quelqu'un qui dit oui, il y a plein de fans qui possèdent un grand potentiel artistique, Maëva Pierre, Perrine Rogier et d'autres. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on se réunisse tous pour créer des conventions, un nouvel élan de la BD française. Et en fait, il s'appelle Ludovic Jax. Alors si vous le connaissez, Ludo, oui. Ludo qui donc a créé le fanzine Otalu-chan et qui ensuite est devenu professionnel du dessin et qui aujourd'hui vogue en tant que professionnel. Comme Maëva et Perrine. Exactement. Donc, et c'est drôle de retrouver cette petite annonce où il dit on va redonner un souffle nouveau à la BD française. Ils sont tous devenus professionnels de la BD. Et enfin, de la BD et de l'animation. Oui, voilà. Et moi, je rappellerai juste que le dessinateur de One Punch Man et de Ice Shield 21, il avait fait des méchants de Megaman. Voilà un concours. Voilà, je veux placer que ça existait au Japon aussi, des petits qui deviennent des grands pros. Mais je trouve que Animeland, et pas parce que c'est super vieux, mais entre autres, c'était le regroupement de plein de passionnés. Il y a une question d'ailleurs dans le quiz. Quel auteur, quel auteur de manga est dans les questions qu'on se pose dans One Piece? Voilà, dans un numéro, voilà. Donc réfléchissez. Et pour info, c'était illustré par Aurore d'Émilie, le courrier des lecteurs là. Voilà, mais finalement il y a tout le monde. Par hasard. Blackjack, la dernière question, elle est pour toi, vas-y. Ah, c'est sympa. Et comment voyez-vous l'animation dans 10 ans? Et aussi Animeland dans 10 ans. Ah, la bonne question. Alors là, vous avez 1h30 pour ça. Alors, sachant que là, on vient de faire 20 ans d'Animeland. La vie, vous avez 10 ans, c'est pas loin. 10 ans, c'est demain, quelque part. Oui, et puis que ce soit Hideaki Anno qui disait que l'animation allait se casser la gueule. Alors, il a
partiellement tort ou raison. Ça, après, son animation qu'il connaissait, c'est cassé la gueule. Oui. Après, voilà, chacun peut faire l'autopsie du marché. Je crois que malgré tout, on a encore plein de choses à créer, on a encore plein de choses à inventer, à dire, et on a encore plein de manières de le dire ou de le faire. Donc, je ne m'inquiète pas. Voilà, je ne m'inquiète pas. Maintenant, pour Animeland, si j'aimerais savoir dans 10 ans comment est-ce que le magazine sera, mais s'il est quelque chose, ça veut dire qu'il existe encore. Donc alors, si vous existez dans 10 ans, si Mangacast existe dans 10 ans, je vous propose qu'on refasse une émission sur les 10 ans de cette émission. Ou peut-être avant, mais moi je pense véritablement que la presse spécialisée, en tout cas dans l'animation et le manga, a encore beaucoup d'années devant elle. Voilà. Déjà parce que aujourd'hui, là, cette année, en 2018, il n'y a jamais eu autant de mangas vendus en France. Voilà, il y avait une petite baisse ces 2 dernières années. Il y avait pas les dernières années, justement. Non, il y avait une petite baisse il y a quelques années. Oui, c'est ça, il y a quelques années. Ça fait 3 ans. Et là, ça fait que de monter. Je pense là-dessus, il y a de plus en plus de lecteurs. Et quand je dis lecteurs, pas que de manga, en France, on reste quand même un pays qui aime lire. Voilà. Et qui aime lire pas que des bouquins, qui aime aussi lire la presse. Alors bien sûr, il y a des titres qui ont disparu. Toute la presse jeux vidéo a disparu. Mais c'est pas contre les personnes qui aiment le jeu vidéo, mais c'est pas forcément. Il reste 2-3 magazines quand même qui tiennent JV Le Mag. Heureusement, heureusement. Même c'est Role-Playing Game. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que le public était moins lecteur que le public de manga. Pareil pour le cinéma, finalement, l'animation ou le cinéma, je pense aussi que ce sont des personnes qui aiment avoir de l'analyse et qui aiment aller plus loin en fait quand ils voient une. Je suis d'accord, qui aiment l'analyse. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Si c'est pas Animeland, ça sera quelqu'un d'autre, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je pense quand même qu'il y aura de toute façon une ça fait chier quand même. Il y aura une presse Animeland. Et moi, je soutiens aussi Coyote, quoi. Je veux qu'une magazine comme Coyote, ou Atom, continue vraiment à sortir. Je pense que aujourd'hui, on a quand même notre place et donc voilà. Pour l'animation, je pense qu'on malheureusement on ne peut pas véritablement savoir parce que si on revient 10 ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer l'animation comme elle est aujourd'hui. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que les Japonais en fait souhaitent s'ouvrir à l'international. Voilà, il n'y a qu'à voir le nombre de Français qui travaillent, ou le nombre maintenant d'Italiens, le nombre d'Américains, de Chinois. Hein. Donc voilà, je pense que ça va peut-être aller dans ce sens-là. On a toujours... Pardon, Steve. Mais finalement, c'est le cas. Aujourd'hui, quand on parle d'un film de Pixar ou de Disney, c'est pas un film américain. C'est un film mondial. C'est un film qui est fait par à peu près, je sais pas, une centaine de nationalités différentes. Donc peut-être que l'animation japonaise va aller aussi dans ce sens-là. Et ça va être, on regardera dans le générique, ça sera du monde entier. On a toujours dit dans le milieu de l'animation que le Japon était un studio à lui seul parce que en réalité, quand vous regardiez une série, de chez Madhouse, elle travaillait avec toutes les autres boîtes. Maintenant, on travaille avec toutes les autres boîtes, mais même d'autres pays. Donc oui, ce côté worldwide, Moi, je pense que la vraie évolution, ce sera quand la tête pensante d'un projet sera plus automatiquement japonaise. Par exemple, tu parles d'un Pixar, tu prends Les Indestructibles que j'ai beaucoup aimé, mais parce que c'est aussi un film de Brad Bird qui reste américain, donc même si tu as beaucoup d'internationaux, ça reste quand même toujours des Américains. Quand tu verras un Français ou un Vénézuélien qui travaillera en tête pensante d'un Pixar. Alors ça a failli arriver, hein, parce que finalement, quand Basquash, par exemple, c'est Thomas Romain quand même qui est venu tout à fait. avec son projet. Et on a eu quelques trucs. Urban Star Racer aussi. Ouais, Star Racer. Mais Urban Star Racer, c'était vraiment une série. C'était une copo. Là, il est arrivé, il a été voir les Japonais, Kawamori, il lui a dit, je veux faire ça. Et Kawamori, ok, mais après c'est Kawamori quand même qui a réalisé, donc qui a dirigé. Et ça a été un échec en plus. Donc voilà. Mais je pense ça va arriver. Mais on s'en approche en tout cas. Oui. Mais on arrive à la fin de l'émission, mine de rien. Ben oui. Alors,
merci déjà à vous deux d'être venus. Merci Steve et merci Bruno. Merci. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, un petit passage publicitaire en plus au cas où, quelque chose Alors, en principe, non, mais... mais il y en a toujours un. Mais quand même, non, le prochain numéro sort samedi 30. Donc il sera sorti normalement quand on D'accord. Quand on publiera, oui, normalement. Ouais. Voilà. Et en couverture, il y a Gunm. Parce que c'est bien, Gunm. Parce que surtout, il y a un dossier quand même bien costaud que Bruno... enfin, pas que Bruno, d'ailleurs. Voilà, vous étiez plusieurs quand même. Maxime, Johan et moi. Voilà, un très beau dossier sur Gunm et une couverture exclusive de Kishiro. Et bon, du coup, je vais l'acheter celui-là. Voilà, comment il donne envie là. Ouais, non, mais c'est mal ça. Il se trouve qu'on fait une double couve, donc il y a aussi une couverture sur Mirai. Oh là là. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc il faut acheter 2 fois le magazine. Exactement. Les escrocs. Ah ouais, c'est comme ça que vous faites du chiffre. Ouais. Et vous parlez un peu de Battle Angel Alita ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr, puisque on a eu la chance en fait d'en voir une demi-heure. Voilà. Ah oui, vous faites partie de ceux qui ont pu voir une demi-heure. Donc vous saurez. Spider-Man aussi. Vous saurez. Non. Vous l'avez vu à Comic Con. Ah, donc ça donne. Ah oui, ça donne envie. Donc on fait pas. Voilà, et on fait pas attention, quand j'ai dit qu'on faisait pas d'actu ou de super scoop machin, mais il y a quand même pas mal de scoops dans le prochain numéro. Déjà, par exemple, dans le précédent, il y avait la réédition il y avait l'arrivée de l'édition Deluxe de Slam Dunk qui a été révélée dans nos pages, alors que Kana n'a toujours pas communiqué dessus, par exemple. Ça y est. Voilà. Aujourd'hui, ça y est. Voilà. Ils l'ont dit aujourd'hui. Ils ont mis le temps, parce que c'est vrai que ça faisait un moment. Effectivement, il est dans ce numéro. Le magazine continue d'avoir quand même. Non, mais vous avez peut-être pas news comme avant. C'était on va dire. Là, je voyais le tome 12 d'Evangélion va sortir. Si l'émission sort après la sortie du magazine, je peux dire que il y a déjà un truc sur Yoshiki Sadamoto qui est annoncé dans le prochain numéro. Voilà. Oh là là, le teasing. Le teasing. Parce que là, actuellement, on est quel jour? On est lundi. Ah bah oui, on est lundi. Donc oui, ça sort cette semaine. Effectivement, d'ici samedi, ça sera sorti. Ben voilà. Alors, vous deux, je vous dis au revoir ou pas du tout? Bah oui, quand même. En tout cas, Blackjack, moi, ça me fait plaisir de te voir. Oui, c'est vrai que souvent les auditeurs sur le Discord, ils demandent où est-ce qu'il vient, Blackjack. C'est un peu compliqué parce que souvent, quand vous enregistrez le lundi avec mes horaires, je travaille. Là, vous enregistrez, moi, des fois, je suis pas sorti du boulot, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas encore une émission avec toi et Echo ensemble. Non, parce que depuis qu'elle est là, effectivement, je ne l'ai jamais vue. C'est la seule de l'équipe. J'ai mis une photo sur le Discord d'elle avec un petit casque très mignon. Voilà, donc ça fait encore, oui. Faut que j'arrive à venir, mais. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un mangacast. Un mangacast. Ouais, un mangacast, parce que d'habitude, je fais sur tous les omakés. Et je laisse aux autres l'opportunité de faire les interviews, puisque moi, j'en ai fait beaucoup. Et pas toujours les mêmes, un petit peu. Mais donc, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien. De temps en temps, ça fait plaisir. Et pour les auditeurs qui se rassurent, la prochaine fois, Kobito sera de nouveau aux manettes. Là, il vient juste de revenir au moment où on enregistre du Japon. Donc, il était un peu jet-lagué. Donc, c'est normal. Voilà. Du coup, on l'a laissé aussi déprimé de son retour en France. Pour notre musique de fin, je fais juste après l'annonce de nos partenaires, mais pour la musique de fin, j'ai laissé cette fois-ci le choix à nos invités. Donc il y a eu battle entre Lane, qui a donc perdu face à... Est-ce que tu veux nous le dire, Steve, parce que c'est ton choix? Oui, moi je suis un vieux, donc j'ai choisi Touch. Voilà, c'est Théo la batte de la victoire, mais c'est bien têtu. Blackjack, il est content d'être venu. Oui, voilà. Alors, soyons clairs, j'adore Touch, mais c'est vrai que la musique de Lane, elle est quand même hyper connue et sublime et incroyable. On en parlera en off. On remercie nos partenaires, la librairie Ayaku Shop au... Oh non, me le dis pas comme ça, je vais me tromper. 4 rue Dante, tout à fait, voilà, yes. Où vous pouvez venir acheter des mangas de qualité avec un libraire de qualité et son commis de semi-qualité. Il sera content de le savoir. Comme il n'écoute jamais l'émission, je peux dire ce que je veux sur lui, c'est pas très grave. Et comme Noël l'approche, vous avez besoin de conseils, alors venez, vous verrez, il va vous trouver la petite perle, la mettre sous le sapin. Il y a bien sûr aussi Manga Mag, le site de l'animation, du manga et de la news surtout. Voilà. Et on a les images dérisoires de James Coon qu'on ne présente plus parce qu'il nous fait un potin, enfin il fait un bilan mensuel chaque fois qu'il vient. Donc là il est sur les affiches de Beyond the Cloud de mémoire. Oui. Et il a 3 nouvelles sérigraphies et il a aussi, je sais plus sur quoi. Il a
Il a j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, il avait sur Radiant, sur Radiant, tout à fait. Et bah du coup, on vous quitte, on vous laisse avec donc Touch, l'opening qui s'appelle aussi Touch, donc voilà, c'est sobre. Et on vous fait des bisous, lisez les mangas, c'est bon pour vos chakras, matez des animés, c'est bon pour votre santé. Au mois de décembre. Salut à tous. Salut.